Humour décomplexé et critique de la société, c'est Allociné l'émission et aujourd'hui on reçoit Fabrice Eboué pour nous parler de son nouveau film Barbac. Mais ça bien sûr, ce sera tout à l'heure dans le cadre du Ça parle. Mais tout de suite, j'ai le plaisir d'accueillir l'équipe habituelle, agrémentée de quelques nouveaux visages que les plus anciens connaissent. Quand je parle des plus anciens, je parle de ceux qui étaient là aux saisons précédentes. Pour commencer ce petit tour de table, j'ai le plaisir d'avoir Maximilien. Monsieur News est avec nous. Bonjour. Comment ça va, Max ? Ça va, ça va, ça va. Les news chargées cette semaine ? Moins que ces dernières semaines, après il y a quand même 2-3 gros trucs. Quoi. La météo des plages ? La météo des plages également, et on aura également la circulation Formidable. sur le périph' et sur le péage de la Ferté-sous-Jouarre. Du côté de Norman Genius, bien sûr. Bonjour, chers amis. Norman Comment ça Genius, l'éphéméride peut-être ? Non, je Je vais pas faire plus loin. Hein. Sachant que demain nous perdrons 2 minutes. Ça va, content d'être là, ouais, content de voir Fabrice, il va nous régaler comme d'habitude. Bah écoute, on l'espère tous. Et pour mener l'interview de tout à l'heure, on a là. Brigitte. Brigitte est avec nous. The comeback. Brigitte, que vous avez déjà vue dans Allociné l'émission. Donc tu es journaliste à Allociné et c'est toi qui auras le plaisir de mener cette interview avec Fabrice. Comment ça va ? Très bien, je suis ravie d'être là, merci pour votre accueil. Que vous avez peut-être vu aussi dans la saison 2 de Validé. Ah oui, oui, Pour c'est vrai. regarder l'épisode 3 Grande notamment. star en devenir. Ouais, Voilà. c'est un petit caméo dans la saison 2 de On est Validé, dans c'est le- chic. On est dans le showbiz là. classe. ouais. C'est classe. On est dans le showbiz. Elle est passée de l'autre côté. Ça y est, Eh ouais. on est du vieux, on est du vieux pour être. Vous voyez d'ailleurs, Ouais, c'est ça. je vous préviens. Est-ce que je peux me mettre Il ouvre là son café là d'ailleurs, il Ouais, fait café là. c'est c'est ça. bizarre. Ça fait plaisir de rencontrer une collègue. Ouais, ouais, les acteurs, là, les acteurs. Et ce qu'on sait pas, c'est qu'au bout de 5 minutes, c'est Fabrice Eboué qui va interviewer. Ouais, c'est ça. Voilà. De l'autre côté du plateau, Mégane est avec nous. Oh, Mégane, donc tu auras à ta charge le journal des sorties comme d'habitude. Comme d'hab. Beaucoup de sorties, c'est comment les sorties ? Non, ça va, mesuré mais très quali. Ah, très quali, Oh, j'aime bien ouais. quand on entend ça C'est beau ça. directement. Et Ted Etienne est avec nous. Bonjour Ted. Futur césarisé là. Bientôt Je les sais. Oscars. On ne sait jamais. On est preneur. Regarde dessus là. Messieurs, dames, Et toi et ben moi je suis avec vous, évidemment aussi, Non, merci. parce que moi ça me fout en l'air qu'on ne présente jamais. C'est vrai, c'est vrai. Quel faillot, on va gagner, on va clair. gagner au quiz sans ça, alors arrête. Je vous propose de partir directement sur les news, ça tourne. Et on commence, Max, par une triste nouvelle, c'est celle d'une disparition. Ouais, en fait, un acteur de Friends que forcément vous connaissez si vous avez déjà regardé la série, puisqu'il est apparu dans beaucoup d'épisodes. Donc c'est le décès de James Michael Taylor, qui incarnait Gunther, donc, qui était le gérant et un peu le serveur du Central Perk, le café dans lequel les 6 personnages passaient à peu près les 3/4 de leur temps et chaque moitié d'épisodes. Donc il nous a quitté ce dimanche 24 octobre à l'âge de 59 ans, en fait, des suites d'un cancer de la prostate. On avait appris il y a quelques mois que voilà, il était très malade en point, et c'est notamment pour cette raison qu'il n'apparaissait pas physiquement dans l'émission spéciale, la réunion des Friends. En fait, il avait juste fait un message en vidéo parce qu'en fait, il ne pouvait pas se rendre sur le plateau où l'émission était tournée. Alors c'était plus qu'un simple personnage secondaire. Exactement. En Gunther. fait, on l'a beaucoup appelé le 7e Friend parce que en fait, il apparaît dans 150 épisodes de la série, en sachant qu'il y en a 235 en tout. Donc c'est plus qu'un. En fait, c'est le personnage secondaire qui est apparu le plus souvent. Là, on voit à l'écran en fait sa toute dernière scène dans la saison 10 de Friends, dans le final, au moment où il déclare sa flamme à Rachel, puisqu'on voilà, on sait dans la série qu'il C'est était l'amoureux amoureux transi, hein. Voilà, exactement. Donc ouais, non, c'est un personnage en fait qui vraiment faisait partie du décor de Friends, parce que le Central Perk, en fait, à chaque fois que les héros y étaient, il y avait toujours Gunther qui souvent l'acteur n'était pas crédité au générique d'un épisode alors qu'il était là. C'est-à-dire qu'il interagissait de toute façon. En fait, tu pouvais pas avoir un épisode qui se passe là-bas sans que lui y soit. Donc c'était vraiment des figures emblématiques de Friends, même si on le met toujours au second plan. C'est un peu le cuisinier à l'arrière du Burger Quiz, quoi. C'est un peu ça, sauf que le cuisinier dans le Burger Quiz, souvent il change de tête. Là, c'était toujours lui. Ok. Un peu la mascotte quoi. Ouais, exactement, ouais, c'est ça. On l'avait vu dans quoi d'autre Alors en fait, on s'est rendu compte qu'il n'avait pas une énorme carrière. Il a assez peu tourné finalement dans toute sa carrière. On l'a dans les rares séries marquantes dans lesquelles on l'a vu. Il y a eu un épisode de la saison 4 de Scrubs dans laquelle il jouait un thérapeute. Et on l'a également vu dans un épisode de la saison 2 de la série Episodes, dans laquelle il jouait son propre rôle, sachant que la série, en fait, Matt LeBlanc, donc qui jouait Joey dans Friends, joue
une version un peu Multivers. voilà, plus ou moins vraie de Matt Leblanc. Donc c'était c'était parmi ces rares choses marquantes après Friends, mais il a une carrière assez disparate quand même à côté de ça. Et j'avais deux petites questions justement par rapport à Gunther, savoir parce que c'est des choses qu'on a un peu apprises ou réapprises en apprenant son décès. Est-ce que vous savez dans quel épisode il faisait sa toute première apparition? Quel épisode de Oh, Friends oula. c'est Ouais. pas Petite l'impression. tour de table, je sais Oh là, pas. Brigitte, faut je sais être pas si pointu, là. Alors là, t'es fan de Je pense Friends. que Ouais, tu- ouais, je ouais, pense j'ai que tu tout passes vu, la ouais. saison 1, il doit apparaître que dans saison 2 ou un truc dans le genre, non? Ah ouais Je crois. oh non. Allez, bah, petite- non, petite- le premier petite épisode, estimation. il a- Dès la premier première épisode. saison, je pense. Estimation tour de table. Donc toi tu dis Début de saison 2, moi. Ok, Brigitte. Premier épisode, allez. Premier, toi tu dis dès le pilote. 8 ou 10e. 8 ou 10 3 ou 4 saison 1. Bah, c'est vraiment entre vous deux. En fait, c'est dans l'épisode 2 de la saison 1. En fait, l'épisode commence au Central Perk. Voilà, je vous ai mis la capture d'écran de la toute première fois où on voit le visage de Gunther, sachant qu'au début de la scène, en fait, on voit juste le haut de son crâne qui dépasse des plans sur Jennifer Aniston. Donc, ce qui est assez emblématique Ah ouais. finalement de Gunther. de Gunther. Et en fait, on le voit vraiment enfin, pas vraiment de face, mais on voit son visage dans ce plan. Donc, il apparaît très très tôt dans la série. Et comme je disais tout à l'heure, il a fait 150 épisodes sur 235, donc beaucoup plus de la moitié. Et deuxième question, est-ce que vous savez quel était le vrai nom le nom de famille de Gunther? Ah, dans la série Oh, Ouais. non, Waouh. ça, je sais Love. pas. Ouais, j'y pensé. Bah, Love de Rachel, Non, mais. j'en ai Non. qu'un. Ouais, ça aurait pu. Non, Gunther Love. Ah putain, Gunther Myers. Non, j'allais dire Myers, pas du tout. Myers, non. Non. Non, C'est Je- Mike je sais. Myers, c'est Mike Myers, aussi, Power, ça n'a rien à voir. J'ai trouvé, j'en sais rien. Ah Non, non, faut aucun pointu. souvenir. Toi, tu Aucune pointu idée. Friends, Megan, non, t'es pas. Bah, Non, mais on je doit suis le dire pas une grande fois, fan ou de- il dit une fois Ouais, sur non, un je badge fais un en collab. SD, j'imagine. J'allais dire, est-ce que seulement on le sait dans la Mais oui. série Bah, ouais, justement, voilà. c'est ça. Ah, Il ouais, a- ouais, il a la toujours question été appelé piège. Gunther. En Ah, bah fait, voilà, on c'est n'a ok. jamais su son nom de famille dans la série. Mais c'est comme dans Malcolm, on ne sait pas le nom de famille de la Exactement. famille. Et en fait, une fois, on peut zoomer sur un badge et il y a écrit no name pour la famille. Tu Ouais, vois. bah là, en fait, On sait jamais en là, fait. il a même Ça, pas c'est de marrant. badge au Central Perk, donc en fait, on ne Ah, ok. sait jamais comment s'appelle Gunther, dont l'interprète nous a quittés, donc il y a quelques jours. Autre news et plus réjouissante Sans pour le transition, coup, bah c'est celle d'un retour, le retour d'un Jedi. Et oui, exactement. Est-ce que vous vous rappelez de cette époque où Hayden Christensen était considéré peut-être comme le pire acteur qui ait jamais joué dans un Star Wars? Il était pas fou. Il était Non, fou. voilà, parce que Ouais, mais c'était méchant quand même. Ouais, non, mais c'est voilà, méchant. Non, parce que là, on est vraiment passé de tout à rien, C'est puisque maintenant, on va le retrouver dans 2 séries liées à Star Wars. Donc, on savait déjà qu'il apparaîtrait dans la série sur Obi-Wan Kenobi pour ce qu'on nous présente comme la revanche du siècle, après celle de l'épisode 4, enfin avant du coup d'ailleurs. Et on a appris il y a quelques jours qu'il allait jouer dans la série Ahsoka, qui est l'un des 2 spin-offs de Mandalorian, puisque donc il y aura le spin-off sur Boba Fett qui est attendu à la fin de l'année, et le spin-off sur Ahsoka Tano, donc qui était joué par Rosario Dawson dans un des épisodes de la saison 2, et qui aura donc sa propre série ensuite. Et qui est donc Sur la Disney+. protégée d'Anakin, Ouais, l'apprenti. son apprenti. C'est exactement ça en fait. Il y a une vraie logique aussi derrière la possibilité du retour de Hayden Christensen en Anakin Skywalker, c'est que dans la série Clone Wars, qui est une série d'animation qui se passe entre les 2e et 3e 2 et films, 3, ouais. en fait, on découvre qu'il a une Padawan et que cette Padawan, donc, c'est Ahsoka Tano. On sait sous quelle forme il va apparaître. Alors non, justement, il y a beaucoup de possibilités. Et ce qu'on note, en fait, c'est que dans les médias américains qui ont annoncé l'info, donc qui ont eu un peu l'info en exclusivité, ils ont dit Hayden Christensen revient en Anakin Skywalker. A priori, ce serait pas en Dark Vador, même si rien n'est impossible. Donc il y a 3 possibilités. C'est que donc ce soit un flashback qui nous renvoie à l'époque de Clone Wars, dont on a vu une photo de la série animée, pour ces liens, pour développer ses liens avec Ahsoka quand elle était sa Padawan. La deuxième possibilité, c'est qu'il rejoue un petit peu le final de la saison 2 de Star Wars Rebels, donc une autre série d'animation, dans lesquelles ils se recroisaient, et c'est là que Ahsoka découvrait que Anakin était devenu Dark Vador. Donc là, on aurait Dark Vador Ouais. et Anakin en même temps. C'est un duel au sabre assez Ouais. intéressant. Et puis il y a un bout du casque de Dark Vador qui saute et on voit Voilà. l'œil rouge du Parce de que, Sith, parce que dans à Rogue travers- One, en fait, il y avait que Dark Vador et c'était pas Hayden Christensen. Donc tu te dis, s'il le rappelle, c'est forcément pour montrer son visage d'une Oui, façon ou d'une autre. Et la troisième possibilité, c'est que ça se passe donc au présent de la série, qui se passe quelques années après l'autre du Jedi, où Dark Vador est mort, et auquel cas ce serait un fantôme de la Force, puisqu'on sait que depuis la sortie de Star Wars épisode 3, Eh oui. George oui, Lucas il a était trafiqué la fin du Retour du Jedi, où le fantôme de Anakin n'est plus joué par Sebastian Shaw à l'époque, mais par Ce qui était Hayden un peu Christensen. dégueulasse d'ailleurs. Bah, il y a pas un très mec qui a sympa quand même pour disparu, Sébastien je Shaw, vois. ouais. C'est un peu ça quoi. C'est bon, c'est cool. Allez dégage Merci. maintenant. ce- C'est vraiment, les petits jeunes, c'est ils vraiment veulent la celui-là. double lumière, quoi. C'est Donc, ouais. Non, Ça, c'est l'une des possibilités, en fait, même si rien n'a été précisé pour le moment. On a des infos sur la diffusion. Non, ce qu'on se dit, c'est que là, en fait, la série est en cours de casting, donc ça veut dire pas Ouais. de diffusion avant la
fin 2022, début 2023, parce que le tournage n'a même pas commencé encore. Ouais, et puis de toute façon, fin 2023, oui, c'est ça, fin 2022, il y aura de toute façon Mandalorian saison 3, a priori. Ouais, il y a Obi-Wan qui doit arriver. Il y a juste Obi-Wan, avant. donc ce sera Il y a peut-être la série plus sur Cassian Andor, jouée par Diego Luna dans Rogue One, qui va arriver aussi. Donc je pense qu'ils vont la décaler. Et puis de toute façon, il faut qu'ils puissent la tourner. Mais ce sera sur Disney+, ça c'est sûr. Est-ce que on est content de ce retour? Est-ce que c'est l'occasion de justement peut-être se rendre compte que c'était pas un problème de Hayden Christensen, mais peut-être de direction d'acteur? Oui. C'est pas Megan, Ah t'avais ouais. un Je avis suis là-dessus? d'accord avec toi. Je pense que c'était plutôt un problème de direction d'acteur que vraiment de Hayden Christensen. Pardon. Moi, je me réjouis parce que moi, j'aime beaucoup cette facette-là de Dark Vador, ce côté. Enfin, même la relation qu'il y a entre Ahsoka et Anakin, parce que vraiment, si vous n'avez pas vu les séries Clone Wars et Rebels, matez-les, vraiment, elles sont trop bien. Donc, si on peut revenir à ces histoires-là, ça peut être très chouette. En live action, ça peut être très très bien. Moi, j'aime bien l'acteur parce qu'en soi, il faut quand même une sacrée palette de jeux. On demande à ce mec-là d'être à la fois le dandy, c'est-à-dire le mec qui est avec Padmé, le côté très romantique, etc. Mais d'un autre côté, on demande aussi d'être finalement le futur Dark Vador, donc avoir ce côté très dark, très colère, très. Enfin, il y a des scènes vraiment emblématiques avec lui, et tu te dis bon, non, moi pour moi, je suis très content de ce retour. S'il nous fournit la même chose que j'ai vu dans le 2 et le 3, moi ça me dérange pas. Son jeu ne m'a pas choqué, on va dire. Je sais pas, il y a certaines scènes où oui, tu te dis oh là là, on est quand même. Jouer le sable, il est irritant, il s'insinue partout. Qu'est-ce que tu veux faire? On peut Il aurait pas été tout bon avoir. dans Dune, du coup. Il aurait fallu mais- le meilleur dialogue aussi. Je pense. Oui, je Oui, pense Mais c'est aussi. ce que voilà, Harrison Ford c'est pointait ça. dès les premiers Star Wars aussi. Je pense que Hayden Christensen, il a un peu pris pour tous les défauts de la prélogie, en fait. Et comme Christopher Lloyd dans l'épisode 1, Bah ouais. il y a tout le temps Au gamin qui s'en est pris Jake plein la Lloyd, tronche parce que aussi. Christopher Lloyd, c'est Retour vers Oui, le pardon, futur. Jack Lloyd, Mais à quel excusez-moi. moment Ouais, non, c'est ça, c'est où Jar Jar Binks aussi. En fait, c'est des acteurs qui ont pris plus que de mesure, quand même. Brigitte, Star Wars, ça te parle un petit peu ou c'est pas trop ton univers? J'ai tout vu, mais je suis pas, voilà, pardon, je suis Non, non, pas mais non y a plus pas de- fan hardcore, mais je les ai tous vus. J'ai une vraie curiosité, ça reste un événement et je suis curieuse du coup de voir ce retour parce que c'est vrai que c'était, je sais pas, je trouve que c'était un peu disproportionné cet acharnement. bashing, Voilà, parce ce Parce que bashing, même donc, lui doit être étonné, se dire mais qu'est-ce qui s'est passé Ce pour retour qu'il en passe force, à là, l'autre, pour lui, ouais, Tu sais, il a dû c'est- dire c'est surprise, c'est un questionnaire. Ouais, te fous pas de ma gueule, je t'ai reconnu. Genre, Mais d'ailleurs, j'ai une question. Finalement, on apprend qu'il a Ahsoka comme Padawan, mais à quel moment, en fait, il l'a? C'est-à-dire entre le 2 et le 3, parce que Ouais. dans le 2, il n'a pas le rang de maître. On lui dit, tu peux être au Conseil Jedi, mais tu n'as pas le rang de maître. Et pourtant, on sait qu'il faut être maître pour avoir un Padawan par la suite. Et je me dis, c'est sûrement expliqué dans les séries dessins animés, etc. Mais je les ai pas vus, malheureusement. Non, parce qu'en fait, il se passe plusieurs années entre la fin de Star Wars épisode 2 et le début du oui, à 3. peu près En 5 fait, ans. ou à un la truc fin dans du le genre. 2, la guerre des clones va commencer et en fait, elle est quasiment finie. elle se termine dans le 3. Ouais, c'est ça. Elle s'achève dans le 3. Petite question, Hayden Christensen, en dehors de Star Wars, il a fait quoi? Il a fait Jumper, qui paraît un peu comme. Je sais pas, avec si, Samuel L. dégueu Jackson, ça, hein, c'était qui pas était pas si dégueu, mal. hein. Elle aussi, c'est un peu comme Moi, j'ai Hayden bien aimé. Christensen en général. En fait, il a été beaucoup détruit alors que finalement c'était plutôt sympathique, comme la carrière de Doug Liman, le réalisateur. Sinon, non, il n'a pas fait grand-chose de très mémorable. Il a fait beaucoup de directs ou vidéos. Ok, ah oui, ça, Ouais, c'est- Mais ça. ça peut être génial pour lui, ça peut être vraiment un retour en force et ça peut être une carrière. Bonne Comme, vanne. hein Retour en force. Retour en bonne force, vanne. ouais. Ah oui. J'ai pas Retour. fait exprès. Ah. Retour. Comme Brandon Fraser, où j'ai appris qu'il va revenir et il a été sélectionné. Donc c'est Après, bien. lui, il avait eu des problèmes avec. Les autres, oui. non, c'est pas que son jeu d'acteur qui a été. Petite dernière question, est-ce que vous pensez que l'accueil de la postlogie a rendu dans la tête des gens et du public la prélogie mieux? C'est sûr. Moi, je pose la question. C'est sûr. C'est J'essaie pas- ça a rendu des chefs-d'œuvre à l'époque. C'est Amadeus à l'époque. Mais Moi, quand tu regardes le. J'espère que non, parce que ça va vraiment dire que les gens en fait sont un peu des girouettes. En fait, c'est que c'est qu'ils disent ça c'est nul, puis après ils vont se dire ouais en fait ça c'est pas si nul que ça. Mais Donc, Max, les gens sont des girouettes. non, mais justement, c'est ça moi qui Moi, m'embête. j'ai toujours Et il me préféré semble- la prélogie. Alors. Moi, il me semble que la prélogie a quand même été un peu réévaluée avant la sortie Oui. des films récents. C'est que début année 2010, en fait, au moment où tu as laissé passer quelques années après la fin de la prélogie, les gens ont commencé à revenir dessus en disant finalement ça va, en fait, on a peut-être été un peu trop dur. Donc je pense que c'est un truc quoi, qui a mûri en fait avec les années. Non, puis même la suite, le 7, 8, 9, à la base, il y avait quelque chose d'écrit et je comprends pas pourquoi J.J. Abrams et ses acolytes, ils sont partis dans des sphères X ou Y, la suite qui était tracée avec Luke et son ordre Jedi, etc. Enfin, c'était parfait, je vois même pas pourquoi ils sont allés se faire chier à faire une histoire bancale comme ça. Et moi, ça me flingue à chaque fois que j'allais voir un Star Wars, je dis mais c'est pas possible qu'on ait fait ça. C'est vrai que moi j'ai revu Menace Fantôme il y a pas longtemps. Franchement, je me suis régalé. Franchement, Menace Fantôme, tu passes un super moment. Les films d'après, bon, le 7 et 8, franchement, c'est un petit peu. Ah, c'est très dur. C'est un peu dur, c'est un peu dur. Là, déjà, quand tu sais que sur le tournage, ils ne savaient pas la relation que Palpatine allait avoir avec Rey, sur le tournage, hein, ils l'ont déniché vers la fin du tournage.
Autant te dire que c'était déjà. C'était déjà précédemment. chocolat. Ouais, C'était ils écrit étaient sur un chocolat. post-it. Ben oui. Alors il sera. Ton oncle, c'est la main qui a choisi. Ah super, alors merci. C'est pour quand ça, tu m'as dit? C'est pour quand On n'a pas de- Pas avant fin 2022, je pense, parce que vu ce qu'ils doivent tourner et tout ce qu'ils doivent diffuser Avant, encore, ouais. je pense qu'ils ont de la marge. Troisième news, tu voulais nous parler de chasse au trésor ou de course-poursuite. Ouais, exactement. En fait, il y a eu 2 bandes annonces qui sont tombées vraiment coup sur coup jeudi dernier, et je me suis dit plutôt que d'en sélectionner une, on va essayer de parler des deux et justement demander en fait aux internautes de voter pour celle qui les a le plus convaincus. Donc la première, chasse au trésor, donc c'est la bande annonce de Uncharted, l'adaptation en jeu vidéo qui a mis comme à peu près 1000 ans à se faire et donc qui finalement sera portée par Tom Holland et Mark Wahlberg, qui sortira le 16 février en France, et le deuxième film qui sortira une semaine après dans un tout autre registre, même s'il y aura de l'action dans les deux. Donc c'est Ambulance, le nouveau film réalisé par Michael Bay, un film de braquage qui, comme à peu près 95% des vidéos YouTube, tourne mal et implique Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II qu'on verra dans Matrix 4 et Eiza Gonzalez qu'on avait vu dans Baby Driver, et qui décidément à chaque fois qu'il y a une histoire de course-poursuite, elle est pas loin. Elle est pas loin. Ouais, exactement. Du coup, on est en train de faire le petit sondage. Vous, sur le plateau, il y en a une que vous préfériez qu'on développe plus qu'une autre ou pas? Le problème, c'est que moi, Uncharted, j'aimerais bien le développer, mais en fait, je trouve que Tom Holland est très mal choisi pour faire Nathan Drake, donc ça me fait un peu mal au cul. Bah, C'est un autre gars. Tom Holland est bon en général, mais du coup là, Et il est ça a très l'air bon. d'aller, mais dans ce rôle-là, non. c'est pas, pour moi, c'est pas Nathan Drake. Ouais, Quand mais moi, c'est j'ai fait Uncharted, je me suis Mais jamais vu Au Tom moins, Holland dans au le moins, rôle. il ressemble plus à Nathan Drake jeune que Mark Wahlberg à Sully jeune. Parce que Mark Wahlberg, tu dis c'est n'importe quel autre film Ouais, que Uncharted. Oui, Eh c'est bien, tout à fait faux. on est à 63 contre 37%, donc je vous propose de regarder la bande-annonce de Uncharted. Uncharted. Antonio Banderas. Oui, mais je sais que je vous ai fait un petit coup là. Attends, on va la remettre. Ah ouais, There are places out there you can't find on any map. They're not gone. They're just lost. Hey, kid. A little young for a bartender, aren't you? A little old for prom, aren't you? Is everything in here? Why the map? This is the path that Ferdinand Magellan took to sail around the world. You know your history. It's the biggest treasure that's never been found. 5 billion, easy. I think you're here because of your brother. Well, you know my brother Sam? If we find that gold, we find him too. Who the hell is this? I'm a friend of Sully's. Sully doesn't have any friends. I should know him one of them. You are a collector. Well, I dabble. I don't dabble. My family has been looking for this fortune for a very long time. So much blood. I'm pretty sure he's just threatening to kill me. Don't touch your ear like that. You look like an idiot. You have no idea who you partnered with. I've been dreaming about this stuff since I was a kid. My brother Sam left one final clue. I shouldn't have come out to play with the big boys, Ian, because you're about to get a proper Scottish welcome. What? Ainsi que l'annonce de la Uncharted Collection sur PS5. Exactement ça. Alors, Oui, puis ça, ça, du coup, qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on a trouvé bien? Qu'est-ce qu'on en attend? Petit tour de table.
Ted, tu disais, tu retrouves pas ton... Non, moi je retrouve pas du tout mon Nathan Drake. Pourtant, je suis un dévoreur d'Uncharted. Vraiment, c'est une de mes licences préférées sur PlayStation. C'est même, je pense, la licence qui m'a fait acheter la PlayStation. Et je trouve que Tom Holland, au-delà du fait que c'est un grand acteur, hein, je ne remets pas du tout ça en question. Mais c'est juste que sur un point de vue purement physique, alors même s'il y a dans le 3, on se le disait hors antenne que, bah oui, il y a un petit passage où il est jeune, etc. Là, on va faire vraiment tout un film là-dessus, en mode, il est jeune, il est friendly, il est beau gosse, nanana. Donc moi, je suis d'accord qu'on prenne des acteurs qui sont un peu bankable du moment, tu vois. Mais à un moment donné, il faut aussi que, quand on a un produit de base, que ça y ressemble un minimum. Sinon, voilà. Et au-delà de ça, moi, j'ai toujours peur des films jeux vidéo, entre guillemets, parce que, je le disais aussi, il y a que pour moi, il y a que World of Warcraft qui avait plus ou moins fonctionné. Et encore, il n'avait pas fait de gros chiffres au box-office. Et on se rappelait bien sûr les chefs-d'œuvre Assassin's Creed et Mario Bros. Mais voilà quoi. Les gars aussi s'en souviennent. Et le dernier Lara Croft qui est une pure purge, mais Oh, t'es dur. c'est une pure purge. Est-ce que tu connais, Ah ouais. est-ce que tu connais, Il ressemble au jeu, le dernier Lara Croft. est-ce que Mais tu bien connais sûr, un quand même, réalisateur qui s'appelle Uwe Boll? Bah oui, bien sûr. Qui s'est Ça te battu, parle. Parce que qui s'est battu sur un ring. c'est déjà que les premières adaptations, elles sont clairement là. Hein. Ah ouais. Ah ouais. C'est un réalisateur allemand, je crois. Ouais. Avec, voilà, qui est le mec derrière. House of the Dead or Dead. Alive, House of the Dead. Alors, Dead or Alive, non. Enfin, le Si, si, il jeu a de baston Dead or Alive, en fait, c'était pas lui. C'était quand même. Ça Attends, il ressemblait a à fait du un Uwe truc Boll. comme ça, pourtant, un Il a jeu de fait combat. House Alors. of the Dead, il a fait Alone in the Dark. Alone in the Dark, chef-d'œuvre. Non. Le jeu, Non, mais- oui. Du coup, Le film, il était horrible. Non mais voilà, tu vois, c'est terrible. On était Alone in the Dark. Oh, merde. Sans rien du tout. Du coup, pour revenir un peu à Ouais, Uncharted, Tom Holland, why not? Mais plutôt quand Nathan Drake est plus jeune, je sais pas, Megan, dans les flashbacks, why not? Mais Bah pourquoi oui, pas moi je suis curieuse quand même. Je trouve ça intéressant de s'intéresser à cette partie-là de Nathan Drake. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est Mark Wahlberg. Quoi. J'ai un peu de mal avec cet acteur déjà de base, mais alors le foutre là-dedans. Marco. Bah, surtout dans ce rôle-là, parce qu'il a failli, Dans il a ce failli jouer rôle-là, ouais. Nathan Drake à Bah une oui. époque où le projet était entre les mains d'un autre réalisateur. Pourquoi pas? Là, tu regardes Sully, jeune ou vieux, ça, il ne ressemble pas du Bah tout. non, Autant non. Tom Holland Non, jeune, ça va pas. ça passe, mais voilà. Mais moi, je suis content de retrouver un film, on en parlait il y a pas longtemps, tu sais, à la Benjamin Gates-like, tu vois. Moi, j'aime bien un film d'aventure comme ça, et ça se fait plus. Franchement, le choix de Tom Holland, autant pour Lara Croft, je trouve que Lara Croft a beaucoup plus de personnalité et d'intérêt au niveau du caractère que Nathan Drake. Beaucoup plus. Le fait de prendre Angelina Jolie, c'était parfait, tu vois. Là, Tom Holland, ok, c'est pas le sosie, ce que tu veux, mais ça me dérange pas. Moi, je suis content de voir le film, de plonger dans l'aventure. Ça me plaît bien. Par contre, oui, ils prennent un acteur bankable. Ouais. Et puis, Ah, mais ça, c'est évident. C'est logique. Oui. mais alors que la saga, en fait, tu te dis, elle est assez connue pour que les gens aillent voir un film Uncharted. Si c'est une licence qui est très peu connue, tu prends un acteur connu, là, tu te Voilà. dis, ok, il y a une Attends, je logique. viens de comprendre. Ouais. Mark Wahlberg, c'est celui qui va faire Sully. Mais oui, je Mais fais oui, ça. oui. Oui. Bah, il Ah est oui, bah oui, Oh, je viens de comprendre. Piquez-moi ici. Et voilà. c'est Pac-Man le jeu. À la jubilée. Oh non, de Dieu. Il s'est pas perdu sur ta transforme. Ouais, c'est Oh ça. putain, ils viennent de pisser sur mon univers. Oh non, mon Dieu. Oh mais non, c'est pas vrai. C'est Ah, lui mais- qui va faire Sully. Eh oui, Oh Sully, là quand il là. est censé avoir une cinquantaine d'années, des petites moustaches, les cheveux gris. Ah, ceci dit, en vrai, il fait vieux, Mark Wahlberg. Mais bon, pas là. Ouais, Ouais, tu lui dirais Voilà, pas en face. non, je Oh dirais pas là en là, face. mais Sully, c'est les chemises hawaïennes, c'est le cigare, c'est la bonne. Non, mais c'est Peut-être pas Mark Sully, Wahlberg. c'est Tom Selleck, Non. clairement. Du là, coup, c'est- Tom Holland, t'es content. Tu vois J'adore, tu vois que c'est le même choix. C'est exceptionnel. Et non, c'est On ira quand même peut-être oui, le voir, on va se régaler, puisqu'on on va aime se régaler. les films d'aventure et les adaptations de jeux vidéo. Oui, puis ça a l'air carré quand même, mine de rien. Ça Même si respecte. ça manque de Oui. personnalité dans la réalisation, au moins tu te stylé. dis ça va faire le taf, et puis voilà. C'est Sony Pictures? Sony Pictures, C'est exactement. Sony Pictures. au bout. Je vous propose d'enchaîner tout de suite avec les coups de Projo. Oh. Bien sûr, jingle. Et le premier coup de Projo, ce sera celui de Megan. Megan, tu veux nous parler de My Name? My Name, ouais, qui est une série sud-coréenne qui est disponible sur Netflix. Donc il y a 8 épisodes, donc ça se regarde très très bien. C'est des épisodes d'1 heure, mais bon, c'est tellement prenant et tellement rythmé qu'on ne voit pas le temps passer. Et c'est vrai que là, les séries sud-coréennes prennent un peu plus d'ampleur. On l'a vu avec le succès notamment de Squid Game. Mais bon, c'est dommage de ne pas s'être intéressé plus en amont aux séries sud-coréennes qui ont vraiment de très belles pépites. Et je trouve que My Name en fait partie. Et en gros, c'est vraiment, ça mêle mafia, castagne, vengeance, un peu à la John Wick. Hein. L'affiche est très très cool, je trouve. Et elle donne vraiment bien le ton de ce qu'est la série. Et en gros, on suit donc cette héroïne qui s'appelle
Yoon Ji-woo, et qui est une jeune... En fait, on la suit d'abord adolescente et elle va assister au meurtre de son père et elle va chercher à se venger. Voilà, c'est un film de une série de vengeance, et elle va s'allier au chef d'une mafia pour laquelle bossait son père. Et elle va s'entraîner comme ça aux arts martiaux, aux arts du combat, pour infiltrer la police et infiltrer la brigade des stupes, pour jouer la taupe en fait et faire semblant d'enquêter sur ce chef de la mafia pour qui elle bosse. Et en fait, au fur et à mesure des épisodes, elle va comprendre des choses, la vérité sur ce qui est vraiment arrivé à son père. Et en fait, je trouve que la série est vraiment, comme je disais, très prenante, très rythmée. On s'attache vachement à cette héroïne, je trouve que l'actrice est super et on a vraiment envie qu'elle s'en sorte, et qu'elle comprenne ce qui se passe et qu'elle découvre la vérité sur son père et sur ce qui lui est arrivé. Et en fait, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est surtout la chorégraphie des scènes de combat qui sont extrêmement bien millimétrées et bien chorégraphiées et surtout super bien mises en scène. Il y a vraiment tout un mouvement de caméra à l'épaule qui suit les mouvements dans les combats, etc. Et j'ai trouvé ça vachement bien foutu et je trouve que c'est intéressant à noter quand même cette manière un peu à l'ancienne de filmer, mais qui fonctionne vachement bien sur ce genre d'histoire. Et c'est une super belle série à voir sur Netflix, 8 épisodes. Puis c'est assez sanglant, c'est bien ficelé, très calibré. On s'ennuie pas une seule seconde. Non, c'est très bonne surprise. 8 épisodes de combien de temps? 1 heure, un truc comme ça? Ouais, un peu moins d'1 heure. Un peu moins d'1 heure, 52 50 quoi. minutes, 55 minutes, ouais. 8 épisodes à découvrir sur Netflix, c'est la série My Name. Et Genius, série coréenne, toi ça te parle? Oh bah, la Corée, ça passe, la coréenne, ça parle. Et moi, j'ai pas tout vu, j'ai vu, je crois, 3 épisodes. Et pareil, déjà, comme tu dis, l'actrice, dès que tu la vois, franchement, elle imprime l'écran, elle a une gueule, c'est incroyable. Et l'évolution par rapport au début, ce qui se passe. Et comme tu dis, tu es attaché par rapport à la mort de son père. Et le fait que ça change petit à petit, c'est assez fort. Et encore une fois, l'authenticité des produits coréens, enfin, c'est absolument fou. Et le fait de filmer, un peu, c'est pas du plan séquence, mais entre John Wick et le côté un petit peu vif, c'est très très bien foutu. Un peu patchy. Quelqu'un a jeté un œil autour de la table aussi? Pas encore, non. Non, du tout. Sergent, c'est puissant. Ted, de ton côté, merci beaucoup Mégane en tout cas pour ce coup de projo autour de My Name, donc disponible sur Netflix. Ted, de ton côté, changement de registre. Totalement. J'ai envie de parler d'un film suédois, quitte à parler de film norvégien dans la carte. On va changer de pays, mais on va rester sur le même bord. Je voudrais parler du film Pleasure, qui est donc sur le milieu entre guillemets de la pornographie aux États-Unis. Même pas entre guillemets, c'est clairement là-dessus. Mais c'est surtout pour moi que la toile de fond. Voilà. Donc c'est réalisé par Ninja Tiberg, qui est suédoise, et l'actrice est Sofia Kappel. Donc c'est son premier film d'ailleurs à Sofia Kappel. Donc vraie grosse première performance. Où entre autres, c'est l'histoire tout simplement d'une jeune suédoise qui décide effectivement d'aller tenter sa chance aux États-Unis dans le milieu du porno pour être la meilleure actrice porno possible et imaginable. Voilà. Mais en soi, ce qui est vraiment intéressant dans ce film, c'est que on voit le combat d'une femme dans un milieu d'hommes. Et c'est ça qui est hyper intéressant parce que ce film, en fait, il est ultra nuancé. Il n'est pas là juste pour vous montrer des scènes de sexe, mais au contraire, il est là pour vous dire un peu les coulisses, comment ça fonctionne. Aussi bien les mauvais côtés, parce que bien sûr il y en a, mais aussi les bons. Et très souvent, quand on parle de porno, c'est péjoratif, c'est en mode « Ah non, c'est sale, oh mais Guédon, qu'est-ce que tu regardes ?» alors que tout le monde en mate. Bref, mais là, ce qui est intéressant, c'est de montrer aussi qu'il y a des bons côtés dans ce milieu-là. Et donc, c'est de voir un peu l'évolution, un peu l'envolée du cygne, on va dire, de cette actrice, justement, au milieu de ça. Parce qu'au début, elle commence très soft, et puis au final, elle va très vite comprendre qu'il va falloir aller de plus en plus loin, mais jusqu'à où, jusqu'à quelle limite elle va aller. Il y a bien sûr tout un monde de rivales. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que l'actrice qui joue, entre guillemets, sa rivale, c'est une actrice américaine porno qui s'appelle Evelyn Clare. Et donc, c'est intéressant parce que, justement, la réalisatrice s'est énormément documentée sur le milieu parce qu'on pouvait avoir un film très casse-gueule, très criard, très tape à l'œil. Bon, même si l'affiche finalement tout de suite nous met dans une ambiance, mais en soi, pour moi, je pourrais presque le comparer à A Star Is Born. C'est pour te dire un peu l'ambiance. A Star Is Porn, du coup. A Star Is Born. Et là, celui-ci, il était dans le vache. Il est excellent. Mais ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment l'évolution d'une femme dans un milieu que peu de gens connaissent, entre guillemets, en profondeur. Que c'est vraiment là une visite des coulisses. C'est vraiment
hyper intéressant. Le problème, c'est qu'il est très peu diffusé. Et donc, il va être que dans certaines salles élitistes. Et c'est tellement dommage, encore une fois, qu'un film comme ça soit planqué alors qu'on va se taper des merdouilles. Je ne donnerai pas des noms. Non, on va pas les citer. Voilà. Mais c'est terrible de se dire qu'un film qui est vraiment intéressant sur le point de vue documentaire, etc., ne soit pas montré aux gens. Parce que vraiment, il encourage aussi bien, bon là c'est le milieu du porno, mais il encourage aussi les jeunes femmes, etc., à dire « Ok, vous avez un domaine de prédilection dans lequel vous voulez aller, allez-y, mais allez-y à fond, éclatez-vous vraiment, donnez-vous les moyens, etc. » Et c'est ça en fait ce que veut dire ce film. Tu vois, c'est au-delà de ce parcours. Et bien sûr, il y a des scènes à droite à gauche, mais il y a une scène qui est vraiment très emblématique. Alors attention, je mets des skis, parce que c'est une scène un peu sexuelle, voilà, dont je vais parler, mais c'est un peu beaucoup même d'ailleurs. Mais je ne dis pas ce qu'ils font pour pas choquer la bien-pensance qui nous écoute. Mais en soi, c'est une scène où vraiment, voilà, ils sont trois dans un plumard et il y a une scène très tendre parce que en fait, ils se connaissent entre eux et avant le action, il y a vraiment ce côté de je te rassure, vraiment, ça va bien se passer, etc. Mais dans le bon sens parce que ce sont des vrais amis. C'est pas juste un gars qui est là parce qu'il y a une autre scène ultra violente où là par contre c'est des porcs qui sont là pour dire à Nana un peu de psychologie, mentalité en mode manipulation. De manipulation totalement qui est très très violente. Bref, mais c'est un film que j'encourage vraiment à voir. J'en reparlerai demain dans le récap pour les gens qui veulent en savoir encore plus. Mais voilà, donc je vous encourage de tout cœur à aller voir Pleasure qui est pour moi également une claque cette année après Julien Douchapitre. Pleasure, incroyable. Pleasure, donc le coup de projo de Ted. Merci beaucoup Ted pour cette longue présentation. C'était intense. De l'autre côté du plateau, Max, dernier coup de projo de la journée. Tu es venu avec un bouquin ? Ouais, un livre qui du coup tombe bien dans l'actualité puisqu'on parlait de Uncharted tout à l'heure. Donc c'est un livre qui s'appelle Gaming Goes to Hollywood qui sort dans 2 jours, le 28 octobre. Donc c'est chez Omake Books qui a notamment publié un livre récemment sur la saga Resident Evil sur les jeux. Donc c'est un livre, comme son sous-titre l'indique, qui évoque les relations entre cinéma et jeux vidéo. Et c'est vraiment un livre que je trouve ultra bien documenté, ultra bien illustré. Je vous montre, je vous montre juste une page. Bon, on tombe sur le dernier Mortal Kombat par exemple. Ah ouais. Mais il y a beaucoup de textes. En fait, il y a un peu de critique aussi. C'est pas juste c'est pas des fiches signalétiques. C'est pas pour dire tous les films adaptés de jeux vidéo sont bien parce qu'on sait que ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Mais en fait, c'est presque une bible en fait, au-delà de tout ce que ça raconte sur les coulisses, sur la réception critique, parce qu'il y a plusieurs gros chapitres qui sont appelés des niveaux. Comme le jeu vidéo. Oui. Donc toi, ça commence avec les premières interactions à la fin des années 70. C'est le moment où en fait le jeu vidéo commence à apparaître. En fait, c'est-à-dire que des enfants dans un film vont y jouer, que le grand frère dans E.T. aura un t-shirt Space Invaders. Toutes ces choses-là. Après, il y a les premières adaptations, notamment en série animée de Pac-Man ou de Super Mario. La transition ensuite avec le film Super Mario dont on parlait tout à l'heure. Jamais ce mot. Qui a été ressorti en 4K. Ouais. Il y a une remasterisation il n'y a pas longtemps. Et c'est bien ce qui lui manquait d'ailleurs. C'est bien ce qui lui manquait parce qu'en fait c'est peut-être une question de grain de l'image. Donc c'est ça. Après t'as des focus aussi sur différentes sagas qui sont les sagas qui ont cartonné dans les années 90, les Mortal Kombat, les Street Fighter, les Tekken aussi. Ça s'est quand même fait un peu plus tard. Les Tekken, pas les Allison. Il y a aussi évidemment tout ce qui est blockbuster parce qu'on parlait de Assassin's Creed, de Tomb Raider. Évidemment, il y a des gros chapitres qui y sont consacrés. Et ensuite, on a un chapitre qui est beaucoup plus récent qui évoque en fait le jeu vidéo comme inspiration de films, c'est-à-dire que ce n'est pas des adaptations à proprement parler, mais ce sont des films comme Edge of Tomorrow qui reproduit l'expérience de jeu vidéo. Free Guy récemment est évoqué dedans, Scott Pilgrim aussi de Edgar Wright. Bien sûr. Et il y a aussi un chapitre sur les films adaptés de jeux vidéo qui viennent d'Asie, qu'on connaît assez peu finalement ici en France, parce que finalement ils ne passent pas la frontière. Et on a aussi des niveaux bonus sur 2 grandes figures du jeu vidéo au cinéma. Tu en parlais tout à l'heure, il y a Uwe Boll, puisqu'il en a réalisé beaucoup, et Paul W.S. Anderson, qui, au-delà des Resident Evil, a fait le premier Mortal Kombat et a fait récemment Monster Hunter. Donc c'est vraiment, il y a beaucoup d'interviews, parce qu'on retrouve des interviews de Michael Fassbender, de Alicia Vikander, de Christophe Gans, qui là, tu parlais de Silent Hill, il l'avait réalisé. Et même dans le Pacte des loups, tu voyais qu'il y avait une influence des jeux vidéo. Donc c'est un gros joueur. Ouais, exactement. Donc c'est un livre que je vous recommande, qui est très 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 complet. Et même, ça parle de Free Guy, donc c'est même très 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 actuel. Et donc ça sort dans 2 jours. Et vraiment, je pense que si vous aimez le jeu vidéo, c'est conseillé. J'imagine les mecs qui ont écrit « Il y a Free Guys en même temps !» Ne sortez pas le livre. C'est ça. Qui était drôle d'ailleurs, Free Guys. Bah non, mais il y a un truc qui marchait bien sur les codes du jeu vidéo adapté au cinéma. En fait, c'est ce qui marche le mieux
au cinéma, au lieu d'adapter vraiment frontalement un jeu, c'est de t'inspirer de tout ça. Quand tu sais qu'il Oui, part bah, à la retraite, Ryan Reynolds, ça fait un peu. Enfin, il fait une grosse pause dans Oui, sa il a carrière. Ouais. Ça fait un peu mal. Hein, tu te C'est dis, con, il a pas fait Deadpool 3, je suis déçu. Non. Alors, pas oui, du tout. mais alors si, moi je vais être vraiment déçu si tout le monde crache à la gueule de Deadpool. Moi je trouve ça incroyable. Ouais, mais c'est pour le paresseux, moi, détendre, je pour le trouve ça plaisir. paresseux. Oh là, on a- Oui, mais c'est pour le plaisir. Oui, du oublié moment. Max Payne. On parlait de Max Payne, Malcolm X, ouais. Ouais, une des plus grosses Voilà. bouses. Encore Mark Wahlberg. Il est Mark partout. Wahlberg, partout. en jeu vidéo, c'est pas top. Voilà. Gaming Ghost Hollywood, Ouais. c'était le coup de projo Regardez, de Max. Ça sort dans 2 jours. Ça sort dans 2 jours, c'est chez Omake Books, donc Exactement. disponible dans toutes les bonnes librairies, j'ai envie de dire. Ouais. Tous les bons sapins. C'est vrai. Merci Ça fait un à super toutes cadeau. et tous pour vos coups de projo du jour. Je vous propose d'enchaîner tout de suite. On va accueillir Fabrice Eboué pour parler du film Barbac. On se retrouve juste après un petit jingle et une bande-annonce. À tout de suite. Merci, Madame Tania. Merci, au revoir. Lucas, quel morceau vous ferait plaisir? Il est vegan. Ah, Bah, ok. Il y a c'est des choses qui arrivent. Hein. Ma démarche est personnelle et j'estime que je dois l'imposer à personne. Du coup, ma chérie, je te serre la cuisse comme d'habitude. Bah, non. Du coup, je mange plus de viande. Mais puisqu'il te dit que c'est une démarche personnelle. Bah oui, mais justement. Si elle mange de la viande et qu'après elle m'embrasse, c'est comme si j'en mangeais. Donc elle nuit à ma démarche personnelle. Je te sers des cèpes, du coup. Non, il y a une zone de contact énorme avec le poulet, ça va pas être jouable. Ça nuit à votre démarche personnelle. C'est ça, voilà, ça vient. Vous voulez du vin? Moi je bois uniquement du vin vegan. Quand le raisin est broyé, j'ai le sang des moustiques, des moucherons, des limaces, des escargots. Ouais, pauvre. Ouais. Voyez-vous ce que vous appelez château Saint-Émilion? Moi j'appelle ça du château Auschwitz. Alors oui, mais dans les gâteaux, il y a des œufs. Qui vous dit que la poule n'a pas un attachement à son œuf? Vous diriez quoi, vous, si chaque matin, vous venez vous voler un ovule? Je suis ménopausée. Oui, enfin, merci, je l'avais remarqué, mais raison de plus, en fait. Vous croyez qu'on en fait quoi, des vaches laitières dans votre cas qui donnent plus de lait? Le café était délicieux, merci. C'est ça. Bonne journée. Cauchemar. Habille-toi, on y va. On va où? Faire une démarche personnelle. Barbac, donc 2 et avec Fabrice Eboué qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Fabrice. Bonjour. Ah oui, grosse ambiance. Ah, il y a de Grosse l'applaudissement, il y a de la ambiance. hurrah. C'est Oscar. Il y avait des confettis, on les a pas. On a posé. Au Je début, on se rappelle, dit ça va être un peu confiné, puis là, tout de suite, il y a une ambiance qui se crée. C'est extraordinaire. On essaie Il y de a la faire tête, ça. on fait un une petit peu. chenille en fait en sortant aussi. Ouais, non, c'est bien. Barbac, donc, il sort le 27 octobre, c'est-à-dire demain. Voilà. C'est Brigitte, de notre côté, journaliste chez Allociné, qui a quelques questions pour toi, notamment. Enchanté, Brigitte. Enchanté. Bon, déjà, Barbac, c'est le pitch le plus zinzin de 2021, enfin le pitch le plus vendeur, je trouve. Peut-être pour le pitch en quelques mots, déjà, c'est une comédie romantique. Ouais. Autour d'un couple de boucher le jour, serial killer la nuit, en gros, Ouais. qui va donc lancer avec succès un business de viande de vegan. Est-ce C'est que, ça. voilà, c'est à peu près bien Alors, résumé? c'est pas le pitch, hein, c'est une petite boucherie de quartier, plus rien ne va. D'abord, le couple bat de l'aile, la boucherie ne marche plus, puis ils subissent, cerise sur le gâteau, une attaque de véganes radicaux. Et là, par inadvertance, ils tuent un de leurs assaillants et ils ne savent pas comment se débarrasser du corps. Du coup, le personnage que j'incarne, puisqu'il est bouché, il a une idée, il le transforme en jambon. Sauf que par inadvertance, encore une fois, sa femme le met sur l'étal pour le vendre. Et là, c'est un carton auprès de la clientèle. Et il se pose forcément la question, est-ce qu'on continue à vendre du vegan, puisque apparemment les gens adorent ça. Voilà. C'est avant tout pour le plaisir du palais des clients. Hein. Voilà. C'est pour le bien de l'humanité. Voilà, exactement. Donc, j'avais une question d'abord sur l'origine de ce pitch. Enfin, comme je disais, c'est un pitch assez fou. Et surtout, en fait, quand on creuse un petit peu, il y avait déjà une première version d'un scénario Ouais. qui n'avait pas abouti. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit Au peu de début, ça? il y a un sketch. J'ai une petite nièce qui est végane qui m'inspire un sketch qui ensuite a pas mal tourné évidemment avec mon dernier spectacle, qui ensuite, je me suis dit, c'est un sujet quand même assez moderne, on parle de plein de choses, de consommation, de communautarisme, de rapport à l'environnement, de cancel culture aussi quelque part. Donc je me suis dit, il y a vraiment un truc à creuser parce qu'il y a le fond et la forme pour faire un film. Et j'en avais fait un premier, le pitch était une équipe de véganes pour le coup, qui projetait un attentat au salon de l'agriculture. Là, je me suis dit, mettre attentat
Koh-Lanta dans un pitch en 2021, généralement, je sais pas, ça va faire recette. C'est vendeur. C'est pas le meilleur pitch. Et du coup, j'ai switché, je suis passé à cette histoire de... Je me suis dit, on va prendre la petite histoire que tout le monde connaît en ce moment, des bouchers de quartier qui essayent de faire leur métier tout simplement, puis qui sont attaqués. Et de là, je sais pas, je suis fan des tueurs en série, des faits divers, je sais pas comment j'arrive à me dire vegan, herbivore, donc c'est peut-être bon à manger. Enfin, voilà, ouais, j'ai une tête un peu particulière. Donc ça se met en branle dans ma tête et puis découle ce scénario. Alors, fan de serial killer, justement, on va être servi parce qu'il y a tout un tas de clins d'œil à Faites entrer l'accusé. Et là, je ne spoile pas parce qu'il y a un des teasers, on voit Christophe Ondelat qui est un peu le fil rouge de ce film. C'est le compteur. Ouais. C'est le compteur, c'est comme un Disney, hein, de toute façon. Voilà. Et je voulais savoir comment ça s'était passé pour le faire venir sur le projet. Est-ce qu'il a tout de suite accepté? Parce que je ne crois pas qu'il ait fait de cinéma jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, le clin d'œil, pourquoi Écoutez, moi, je suis un fanatique. Hein, c'est une consécration pour moi d'avoir Christophe Ondelat dans un film. Mon tout premier spectacle s'appelait Faites entrer Fabrice Eboué, déjà en référence. Je suis comme beaucoup de Français, comme le personnage de Marina Foïs dans le film. C'est-à-dire, elle est passionnée, c'est une sorte de Madame Bovary du tueur en série. Hein. Elle a une vie de merde, donc elle se passionne pour ce genre d'émission et ce genre de personnage. Et il est vrai que Christophe Ondelat, c'était une évidence de le mettre dans le film pour moi. Et une fois que j'ai eu écrit ces petits tueurs en série inventés, je lui ai envoyé le scénar. Le lendemain, il m'a rappelé, il m'a dit ça me fait marrer, il est parti sur l'aventure. Alors, il y a un petit détail, il n'a pas la veste en cuir de l'émission. Je sais pas, après, peut-être qu'il avait évolué Non, look, pas du tout. Alors, tu sais que cette petite veste, elle était accrochée au début, et c'est quand il s'en allait, effectivement, qu'il remettait la veste et qu'il quittait le plateau. Mais là, comme il est déjà en train de parler des tueurs en question, il ne l'a pas. D'accord. On sent la puriste. Hein, alors, ce que j'aime bien aussi, c'est le fait que, finalement, ce qui est intéressant avec ce film, c'est que vous prenez des sujets qui, finalement, ne sont pas normalement associés à la comédie. Par exemple, on se dit une comédie qui parle de carnivore, c'est plutôt associé, par exemple, à Grave de Julia Ducournau, ou vraiment un film de genre. Et voilà, tout ce film, c'est ça, il y a un mélange entre comédie romantique, horreur, humour vraiment acide, ou je ne sais pas comment on pourrait définir d'ailleurs cet humour. Non, mais j'aime bien me donner des challenges. Déjà qu'à ce départ, c'est vrai que ça se passait en tout cas à l'époque de l'esclavage, donc tout le monde se disait comment on va faire, sur quoi exister, c'était les religions à une époque où c'est difficile de rire avec ce genre de sujet. Donc j'aime bien le challenge de me dire, prenons des choses qu'on a plus évidemment l'occasion de voir traitées en cinéma de genre et faisons-en des comédies. C'est un challenge, mais ça te permet aussi d'être original, d'aller sur des sujets qu'on n'a pas encore vu traités de cette manière-là. Voilà, et puis surtout, ça permet, parce que la comédie n'empêche pas d'avoir du fond, et c'est un peu l'objectif aussi avec Barbac. Oui, c'est vrai. Il y a vraiment un sujet de fond. Donc, le point de départ, c'est les véganes, mais comme vous le disiez tout à l'heure, c'est aussi l'occasion d'aborder plus largement d'autres sujets de société. Enfin, finalement, c'est un peu un prétexte pour aborder plein d'autres thèmes. Ah oui, il y a plein. On parle de l'homme déconstruit en ce moment, c'est un peu un terme à la mode. Mais ce qui est amusant, c'est que ce couple ne va pas bien. Cette femme ne regarde plus son mari, c'est un peu une serpillière. Pour elle, il n'y a plus rien, quoi. Elle le somme d'aller dormir dans le salon, etc. Et ce qui est amusant, c'est que à travers cette aventure sanglante, non seulement il va reconquérir sa femme, mais c'est un film qui parle de notre rapport à l'animal, mais lui, c'est en redevenant cet animal primitif qui va réussir à retrouver sa virilité quelque part. Donc le parallèle était assez intéressant, donc on parle aussi de ça. On parle tout simplement des rapports humains de notre époque qui sont un peu particuliers, communautarisés, tout ce que vous voulez. Ouais. Et il y a pas mal de références aussi dans le film. Je lisais que, alors parmi les références que vous aviez en tête, il y avait Tarantino. Ouais. Et puis c'est arrivé près de chez vous, donc voilà, plutôt des... C'est arrivé près de chez vous quand on poursuit, il faut aller voir le film, à un moment on poursuit une de nos victimes dans une forêt. C'est une référence, excusez-moi, pour Reviens. Reviens gamin, qui pour moi fait partie de mes scènes cultes. Enfin, c'est arrivé près de chez vous, c'est culte pour moi. Je pourrais citer en référence également. Alors, Once Upon a Time in Hollywood, c'est pour la scène de fin. Il y a une grande scène de fin avec une grosse bagarre assez sanglante. J'en dis pas plus, mais c'est vrai que je m'en suis inspiré. Il y a la série Fargo sur Netflix. J'aime beaucoup l'atmosphère, l'éclairage. Il y a un boucher aussi dans la saison 2. Il y a une scène aussi. Mais c'est bien avec ce genre de film de genre, on peut se permettre ce genre de clin d'œil. C'est ça qui est intéressant. Donc, il y en a pas mal. Et puis, il y a une référence même à Guy Georges pour les spécialistes. Je n'en dis pas plus, mais voilà. N'hésitez pas à m'écrire sur...
Ce pot pourri, c'est un pot pourri de délices. Ouais, voilà. Ils ont une belle surprise. en tout cas. Il y a du moment. Est-ce que moi ça me fait penser aussi à Sweeney Todd, le film de Tim Burton, parce qu'il reprend un peu ce concept, parce que c'était Alors, aussi- c'était en boulangerie. Ouais, sans les chansons du coup, mais Ouais. c'était un peu une influence. J'ai pas le souvenir de l'avoir vu en plus ce film. Moi j'ai ça. De toute façon, il y a beaucoup de films qui ont été faits sur. Alors les boulangeries c'est plus rare, mais qui ont été faits sur le thème de tuer des êtres humains pour les mettre en boucherie. Délicatessen aussi. Délicatessen, c'est comme la Les grosse bouchers verts. référence française. Et moi les bouchers verts, c'est marrant parce qu'on est en préparation de Barbac et on me dit mais t'as vu les bouchers verts? Sous-entendu c'est le même pitch. Du coup je commence à me dire merde, on va peut-être tout arrêter tout de suite. Et je regarde et c'est vrai qu'il y a ce parti pris de départ de la viande humaine en boucherie, mais ensuite c'est un film qui n'a rien à voir. Donc, et puis moi la grande nouveauté, et comme je dis, j'attache autant d'importance au rire qu'au fond, c'était que ce soit des véganes qui représentent plus notre époque, et c'était aussi un prétexte pour parler de ça. Ouais. Il y a votre personnage, ton personnage, pardon, dans le film a 2 prénoms. Ouais. C'est quelque chose. C'est un nom composé de 2 prénoms. C'est un nom composé de 2 prénoms, et c'est quasiment une récurrent dans les noms de serial killers. Ouais. C'est une allusion, c'était une volonté réelle, j'imagine. C'est effectivement, on le remarque, Guy Georges, Thierry Paulin, pour ceux qui, je ne sais pas si vous vous souvenez de Thierry Paulin, Patrick Henry, Monique Olivier, donc il y en a beaucoup. C'est pour ça que si vous voulez voter Édouard Philippe aux prochaines... mais non, c'est une constatation. J'étais avec Christophe Ondelat l'autre jour sur un plateau qui expliquait qu'en fait, par exemple, Guy Georges, il se trouve quand vous allez à la DAS, qu'il y a des soucis avec les parents, etc., quand vous allez à la DAS, généralement, on vous enlève votre nom. Okay. Et on vous donne un prénom pour simplifier, pour pas choisir un nom arbitraire. Et Guy Georges s'appelle Guy Rampillon, je crois, au départ, et on lui donne ce nom de Georges pour que ce soit, soit plus le nom de ses parents qui l'ont abandonné. Donc Guy Georges, et évidemment, c'est souvent des enfants avec des soucis, etc. Donc c'est une partie de l'explication. Ok. On voit dans toute ta carrière cette plume acerbe, toujours très impliquée, etc. Comment on aborde ce genre de sujet en 2021 ? Comment on se positionne par rapport aux polémiques potentielles, ce genre de choses ? Je vais te dire, au départ, je voulais pas jouer le rôle du boucher. Je voulais juste écrire, réaliser le truc. Et petit à petit, je me suis dit, si c'est pas moi qui joue le rôle du boucher, ça n'ira. Les acteurs à qui je vais le demander accepteront. Puis après, ils n'iront pas aussi loin que je souhaite. Où il y a des trucs qui refuseront de jouer. Je connais par cœur l'histoire. Donc je me suis dit, je vais le faire parce que je sais que moi, j'assumerai tout. Et j'assumerai tout vis-à-vis du public, vis-à-vis de potentiels excités sur les réseaux sociaux. Donc moi, j'ai pas de souci, vraiment. D'abord, je suis habitué, j'adore me faire insulter sur les réseaux sociaux. Ça me permet d'écrire des sketchs ensuite ou autres, parce que généralement, ils sont très drôles. Donc moi, j'ai pas de problème avec ça. Et je crois que le travail d'un artiste, quel qu'il soit et quel que soit son domaine, c'est d'oser et de pousser, parce que la fameuse excuse, on ne peut plus rien dire. Non, tu veux gérer ton image, ne pas avoir de soucis, donc tu ne dis rien, ça te regarde et c'est un choix. Moi, j'ai pas de souci. Ce que j'aime, c'est les films comme C'est arrêt près de chez vous, avec des gens qui allaient loin. C'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui me fait marrer. Donc, je fais juste ça, sans me travestir. C'est juste moi. Et il y a des moments où, au tournage ou au montage, tu t'es dit, bon là, en fait, on va peut-être un peu trop loin finalement. On a 6 semaines de tournage. Oui. On a 6 semaines de tournage. Ted en a fait partie. Heureusement, j'ai Marina qui est une Rolls en la matière. Mais 6 semaines de tournage pour un film assez riche comme celui-ci, j'ai un ours, ce qu'on appelle l'ours, c'est avant montage. Qu'est-ce que tu as ? Bout à bout, j'ai 1h45. Donc on a dû être très straight, tu vois, dans le scénar. J'ai 15 minutes à couper pour faire 1h30. Donc quelque part, t'as pas le choix. Et les seules choses que je coûte, c'est quand un effet, une vanne un peu trash ne sert pas le propos ou le récit du film. Là, je me dis c'est gratuit et j'enlève. Mais quand tu as un film qui est bien construit scénaristiquement, normalement, tout est utile. Quand c'était... Vas-y. La première fois que tu as proposé le rôle à Marina, qu'elle a vu le scénar, la réaction. genre super, comment c'était? Il faut savoir que Marina Foïs est passionnée aussi par toutes les histoires de faits divers, etc. Donc on s'est vraiment rencontrés là-dessus. On se refile des bouquins, des documentaires tous les jours, voilà, pour parfaire notre culture du sordide. Mais il est vrai que elle a lu le truc et puis elle était contente. Elle me dit, parce que d'abord Marina en comédie on la voit de moins en moins. Ouais. Moi, ce qui m'intéressait, c'était justement Marina
Marina aussi des Robins des Bois, parce que quand elle était avec cette troupe-là, elle avait ce truc où on ne savait pas vraiment qui elle était, à moitié à côté de la plaque, et c'est ce qui m'intéressait dans ce rôle. Et elle a tout de suite dit oui, elle m'a dit, écoute, je reçois jamais de scénar comme ça, et c'est ce qui m'intéresse, et tant mieux, parce qu'elle me l'a rendu 1000 fois. Ouais. Ouais, c'est les dingues de faits divers, elle a dû être folle quand elle a appris qu'il y avait Christophe Ondelat dans le film. Oui, il y a ça, et puis, mais quand t'écris, quand t'es comédien, tu aimes ce genre d'histoire parce que c'est la noirceur absolue de l'âme humaine, mais je crois qu'on a tous ce petit monstre en nous. Alors nous, on le cadre par notre humanité, par notre capacité d'empathie, mais quand tu étudies les tueurs en série, ils sont incapables d'empathie parce qu'il y a un truc qui se fait pas, donc la souffrance des autres, ça ne les dérange absolument pas. Nous, on est civilisés, tant mieux, etc. Mais on a tous ce petit monstre qui sommeille dans nous, et puis on le réfrène quand c'est nécessaire. La bande-annonce qu'on a montrée en début d'interview, c'est la bande-annonce soft, on va dire. C'est celle où tu es avec Marina et tu reçois à manger ton gendre, ou en tout cas le copain de ta fille. Il y a une deuxième bande-annonce qui est un petit peu plus punchy, c'est celle qu'on regardera en fin d'interview pour le coup. Comment elle a été accueillie? T'as eu des retours là-dessus? Quelque chose de... T'as deux solutions. Tu fais un film comme celui-ci qui est assez radical par rapport... Je crois que depuis... je sais même pas si Bernie de Dupontel était interdit aux moins de 12 ans, mais c'est peut-être la dernière comédie... Je crois que c'était le cas, donc je crois que mais ça remonte à quoi, 20 ans, Bernie, peut-être maintenant? Plus de 20 ans. Plus que ça, Donc c'est la dernière comédie en France, je crois, comédie interdite au moins de 12 ans. Donc tu sais que tu arrives avec un truc qui est radical. Soit tu choisis de présenter les choses en cachant, en disant attention, c'est une comédie pour toute la famille, ce qui est faux, hein, tu vois. Soit tu dis la vérité, tu dis ce film ça va saigner, et je voulais que ce soit un étendard, c'est pour ça qu'on a mis 2 teasers différents, mais je voulais qu'au début les gens disent ok, là c'est différent, ça va être tranchant, et c'était important pour moi. Je voulais pas travestir le propos ni travestir le film, au moins les gens savent ce qu'ils vont voir. Mais ce que disait la caution Fabrice Eboué, c'est bien parce que t'amènes les gens là où on t'attend pas. Et moi, j'aime bien voir la réaction des gens. Moi, la première fois que j'ai vu ton trailer, c'était au cinéma. Et j'aime bien voir la réaction des gens. Donc, on est dit, ah, Fabrice Eboué et tout. Et d'un coup, les gens, ils font, qu'est-ce que c'est ce bordel? Et après, ils disent, oh, c'est génial et tout. Même moi, je me suis dit, putain, où c'est qu'on est, quoi. Mais du coup, c'est bien parce que t'es surpris et t'as quand même Fabrice Eboué, tu dis, ah bah, on va se marrer quand même à la fin. Ouais, moi, je suis un grand fan de la série The Wire. Je sais pas s'ils l'ont vu. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre au niveau des séries. Et c'est le réalisateur David Simon qui disait le travail d'un artiste, c'est décevoir son public. C'est-à-dire que les gens, ils t'ont peut-être aimé dans un film, ils espèrent qu'ils vont revoir Casse Départ ou Coexister, mais tu leur proposes complètement autre chose. Et peut-être que ceux-là vont dire ah bah c'est pas ça que je voulais voir, mais qu'il y en a d'autres qui vont adhérer en disant ah bah celui-là j'ai bien. Et je trouve que c'est ça, c'est se réinventer en permanence. Et ce qui est vraiment appréciable quand on découvre le film en salle, c'est d'écouter les rires des gens. Moi, je l'ai découvert en plus à l'Étrange Festival où il y avait une ambiance particulière, mais d'écouter les réactions et voir si justement le public estime que aussi limite des oh ou des choses comme ça. Ouais, tout à fait. Et moi, c'était la première fois que je le voyais avec un vrai public, autre que ceux qui ont participé au film. Donc c'était une grosse attente, et c'est là où où tu te détends un peu, tu dis c'est bon, ça marche. Ouais. D'autant plus que, outre cette attaque, j'ai envie de dire, très frontale, dans le film, les propos sont plus variés, plus pluriels, et du coup, il n'est pas partisan, ce film. Il prend plusieurs points de vue. Ce que je voulais éviter à tout prix, c'est pour ça que quand on dit que c'est des sujets un peu parfois épineux, ce que je voulais éviter, c'était ce débat caricatural qu'on voit sur certains plateaux télé, où tu as une végane hystérique qui nous rappelle que c'est la Shoah, c'est pareil pour les animaux. Et en face, tu as un boucher un peu bougon, qui dit oh, on a le droit de tuer des... Ça n'a pas d'intérêt, ces débats-là. Tu vois, Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était de peser le pour et le contre. C'était faire une rédaction comme on apprend au collège, thèse, antithèse, synthèse. C'est-à-dire que c'est pas dire je suis de ce côté, je suis de ce côté. C'est peser le pour et le contre et se dire qu'il y a peut-être un juste milieu à trouver. Alors, tu le disais, hein, tu as Casse Départ, Coexister. Là, on a Barbac qui sort demain. Il y a d'autres sujets comme ça qui te tiennent à cœur et sur lesquels tu aimerais bien aller? Il se trouve que j'ai déjà écrit un autre scénario qui est prêt, qui est un huis clos. Sur une jeune femme qui fête ses 40 ans avec sa amie d'enfance. Ça n'a rien à voir. C'est trash aussi, mais pas du tout dans la même zone, si tu veux. C'est que là, c'est les rapports humains qui sont très très violents dans ce nouveau truc. Je sais pas, peut-être qu'on le tournera au printemps.
temps. Je dis con parce que sur chacun de mes films et derniers, en tout cas, je bosse avec John Wax, qui est aussi co-réalisateur sur Tout Simplement Noir. Donc on bosse tous ensemble. Moi, j'avais aidé à l'écriture de Tout Simplement Noir. John co-réalisé. Là, il m'a aidé à co-réaliser cela. Donc c'est peut-être lui qui va le réaliser. Je serai peut-être juste comédien dedans. Donc je sais pas comment ça se passe, mais le confinement a fait que j'ai écrit ce film. Je t'en dis pas plus parce que le virage de cet anniversaire est très décisif et encore plus trash, je pense, que ce dont on a parlé maintenant. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que j'irai toujours vers des sujets, comme on l'a dit tout à l'heure, où on se dit est-ce qu'il y a un traitement en comédie qui est possible là-dessus, quoi. Et à propos de comédie, le one-man show, ça fait partie du passé ou c'est toujours quelque chose qui... Non, tu sais, c'est le cinéma qui fait partie du passé. c'est le cinéma où il va falloir se battre. Et c'est aussi pour ça que j'essaye de proposer des films un peu iconoclastes, parce que je crois qu'avec la proposition qu'il y a infinie qu'il va y avoir sur les plateformes, c'est une très bonne chose. Mais pour que le grand écran continue à subsister, il va falloir sortir les gens de leur canapé. Et pour ça, faut un peu pousser, sinon on est mort, quoi. Les producteurs, ils réagissent comment, justement, quand ils voient les pitchs de tes films à chaque fois? Mais je pense qu'ils réagissent avec l'air du temps, et la preuve, c'est que ce film est un film TF1. Je ne sais pas s'il y a 2-3 ans, ça aurait été possible d'avoir un film TF1 qui potentiellement devra passer à 20h50 ensuite. C'est-à-dire que quand je dis ça, je pense que les chaînes, les distributeurs et tout le métier, aujourd'hui, ont conscience que... les chiffres du cinéma ont baissé de 40%, je crois. Le confinement, alors comme beaucoup de pans de notre économie, mais là le problème c'est que les gens ont appris à consommer autrement la fiction. Et ça, on va pas y revenir, tu vois. Donc c'est pour ça que je te dis que si nous on n'est pas capable de dire va au cinéma parce que là il va se passer quelque chose qu'il faut avoir vu, on est mort. Donc on essaye de, en tout cas moi, à mon échelle, à ma petite échelle, j'essaye de proposer ce genre de programme. Mais c'est pour ça que je dis que le spectacle vivant, par contre, est à l'origine de tout ça et restera toujours le spectacle vivant. Ça, aller voir une pièce de théâtre, un homme seul sur scène, au moins ça, on sait que c'est immuable et qu'il n'y aura jamais de concurrence d'une manière ou d'une autre, quoi. Et donc je reviens sur scène le 19 janvier au Théâtre de José avec un tout nouveau spectacle. Avec un tout nouveau spectacle, donc début 2022. Exactement. Très bien. Non, puis moi, pour conclure rapidement, c'est vrai que tu as quand même filé un super terrain de jeu, mine de rien, avec des thèmes qui sont quand même très très piquants. Et moi, Dieu sait que je suis très fier vraiment d'avoir fait partie de cette aventure, parce que au-delà de ça, c'est des sujets déjà qui me touchent et en aucun cas ils prennent parti de quoi que ce soit. C'est-à-dire que par exemple, à un moment donné, on va bien sûr parler des gens forts, parce que il y a plus de viande à bouffer là-dessus, tu vois. Et je le dis tout de suite à mes copains, ne faites pas voilà, on est sur une dynamique vraiment, c'est de la vanne, c'est très détente. Ça fait longtemps que j'avais pas autant ri au Cinoche, vraiment sans grattage de poil ni rien. C'est vraiment un vrai plaisir, un vrai divertissement. Et certes, c'est saignant. Ça, c'est sûr. Tarantino, moi je l'ai vu sur la scène du yoga. Putain, c'est ouf que tu me parles de Tarantino. Je pensais pas que tu avais cette influence-là, mais quand j'ai vu une scène où à un moment donné il y a du yoga, je me dis mais putain, ça c'est du Tarantino. Bon, boum, finalement il y a de l'influence. Et non, mais c'était vraiment exceptionnel. Et je te remercie vraiment de m'avoir fait partie. Écoute, merci à toi. Puis on s'est bien marré aussi. C'était au Havre, 6 semaines au Havre. J'aime pas tourner à Paris parce qu'il y a un côté un peu boulot. Tu vas travailler, tu rentres chez toi le soir. Donc j'essaie d'avoir une ambiance colo de vacances. Donc on tuait vraiment et on mangeait dans la bonne humeur. Les mêmes personnes d'ailleurs. Alors non, parce que finalement je suis encore là. Mais toi tu t'es échappé, toi. Pas tellement, tu verras ça. Non, puis c'est marrant parce que finalement le sujet est trash, oui, mais t'apportes beaucoup d'humanité, je trouve, dans l'écriture des personnages, dans l'écriture de ce couple. Parce que tu parlais du côté bestial, animal et cette virilité qu'ils retrouvent en tuant, du coup. Mais je trouve qu'ils retrouvent aussi une certaine sensibilité parce que le couple est en bas de l'aile et c'est limite de carcasse vide et ils retrouvent leur chair, en fait, finalement, grâce à ça. Donc moi, je trouvais ça intéressant aussi. Et le pari de ce film était réussi uniquement si le spectateur souhaitait les voir se remettre ensemble. Et c'est le pari d'une comédie romantique. Ouais. C'est pour ça que j'ai pris le canevas d'une comédie romantique, puis après j'ai mis un peu de folie à l'intérieur de tout ça. Mais ça ne marchait. Et c'est pour ça qu'aussi on n'a pas cité, mais j'aurais pu parler de Natural Born Killer d'Oliver Stone, de Thelma et Louise, tout simplement, tous ces films de comédie romantique avec deux meurtriers, voilà, et où il n'y a plus que l'un et l'autre qui comptent. Voilà. Barbac qui sort donc demain, de et avec Fabrice Eboué. C'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Merci, c'était une première. Pour parler de ce film. Si tu avais un mot pour inciter les gens à y aller, juste avant de partir, bon appétit, vraiment. Mais il y a plein de gens, j'ai les deux. J'ai des gens qui me disent
Et moi d'ailleurs après le tournage, parce qu'on a tourné quand même, je crois qu'on a fait 2 semaines complètes quasiment dans la boucherie, on n'a pas voulu gaspiller trop de viande, donc c'était la même qu'on mettait, qu'on ressortait. Machin. C'est vrai qu'après le film, moi j'ai été vegan pendant quand même pendant 2-3 semaines. Mais et après il y a les spectateurs qui le voient, et j'en ai certains qui me disent ah bah on a adoré, on va aller se faire une bonne côte de bœuf. Voilà, et d'autres bon, on aura les deux de toute façon. Merci beaucoup à toi encore une fois, c'était un plaisir. Je vous propose de lancer la fameuse bande-annonce qui tâche pour nous permettre de passer à la suite de l'émission. Jingle. Sophie et Vincent Pascal, dit les bouchers de Melun. Pendant plus de 3 mois, ce couple d'apparence sympathique a exécuté et consommé plus d'une trentaine de véganes grâce à des manquements énormes de la gendarmerie. Tu m'as fait bouffer de l'homme. Du vegan. Nafis à tout. Il t'a mal entendu. Reviens, Nafis à tout. Et si tu nous faisais un petit gratin dauphinois ce soir? Barbac donc 2 et avec Fabrice Eboué, Marina Foïs, Virginie Hoc, disponible non, il est demain dans les salles, bien sûr. Dans toutes les boucheries, j'ai envie de dire. Alors la viande, oui, est disponible en boucherie. Je vous propose d'enchaîner, nous, avec le journal des sorties, tout de suite, bien sûr. Et pour ça, je vais donner la parole à Mégane. On salue Brigitte aussi, qui a une autre interview à faire avec Fabrice. Mener ça main de maître. Pour Allociné. Du coup, Mégane, je me tourne vers toi. Et alors, évidemment, on reparlera de Barbac dans un second temps. Mais tout de suite, 5 incontournables autres de la semaine. Et ça commence au cinéma. Ça commence au cinéma avec un excellent film qui s'appelle The French Dispatch. Le nouveau Wes Anderson est arrivé, voilà, comme un bon Beaujolais, comme un bon vin, qui accompagnerait bien la bonne viande de Barbac. Du coup, The French Dispatch, voilà, donc nouveau film de Wes Anderson qui est vraiment je pense le film le plus Wes Andersonien de Wes Anderson. Dès la première image, tu sais où t'es. À ce point-là, oui, c'est les cadres millimétrés, les couleurs. Mais ça va au-delà des cadres, c'est que tout pue, enfin tout sent, tout pue, non, c'est méchant. C'est méchant. Tout sent bon, Wes Anderson. On l'a vu en juillet à Cannes. Il est en compétition au Festival de Cannes. Tu vois une image et tu fais ah oui, d'accord. C'est du Wes. C'est tout Wes Anderson. Enfin, il a vraiment mis tout ce qu'il y avait de plus Wes Andersonien en lui dans ce film, vraiment. Donc pour les fans, je pense qu'ils vont se régaler. En plus, on a un casting exceptionnel. Enfin, des habitués comme Bill Murray, Tilda Swinton. On a des petits Frenchies aussi. Timothée Chalamet, enfin franco-américain, Lina Coudry, Mathieu Amalric, Léa Seydoux, enfin voilà, que du beau monde. Owen Wilson est là ou pas? Ouais, évidemment qu'il est là. Évidemment qu'il est là, Owen Wilson. Et Adrien Brody aussi. Adrien Brody. Il fait peur, Benicio. Non, il n'y a pas de Benicio. Si, il est là. Il a gros casting. Il a fait tous les potes, il faut venir. Mais il y a un truc qui est très rigolo, et en fait, on l'a vu avec Mégane à Cannes, en fait, où forcément, tu avais un public international. Tu savais où étaient les Français, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'acteurs français qui, des fois, apparaissent, mais genre sur un plan. Et nous, ça nous fait marrer parce qu'on les reconnaît. On était quand même à peu près les seuls dans la salle. Parce que là, tu voyais où étaient les Français dans la salle. Les autres, ça leur parlait pas du tout. C'est celui-là qui est tourné à Angoulême. Exactement, il est tourné à Angoulême. Et donc, ça met en scène un recueil d'histoires qui sont tirées d'un dernier numéro d'un magazine américain qui est publié dans une ville fictive française du XXe siècle, Ennui sur Blasé. Voilà. Là aussi, mais dans cette ville, on ne s'ennuie pas, heureusement. Ça, on n'a pas l'air, effectivement. Qui a envie de le voir autour de la table? Je vois rien que les plans, ça a l'air juste, comme tu dis, Wes Andersonien, mais ça a l'air ça a l'air d'une créativité à chaque mesure, chaque seconde, chaque personnage. Moi, j'aime bien aussi Wes Anderson. J'aime pas tout de Wes Anderson, mais non, je suis très très chaud. Max. Moi, je l'ai déjà vu. J'aime vraiment bien. Ouais, c'est pas son meilleur, mais je rejoins Mégane. C'est un très bon Wes Anderson, bien sûr. Comment on passe de la couleur au noir et blanc? C'est justifié dans le film ou c'est tout d'un coup? En fait, c'est 3 segments, comme si tu lisais un journal, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, c'est un film à sketch, assez net. Et en fait, c'est vraiment comme un livre en live action, un magazine en live action où en fait, tu tournes les pages, tu vois, récit numéro 2. En fait, tu passes de récit en récit comme ça, d'article en article, de dossier en dossier.
Et donc les transitions se font assez naturellement, enfin avec des cartons, tu sais très bien dans quelle histoire tu es, avec quel personnage, avec quel acteur, tout ça. Donc voilà, t'as du noir et blanc, t'as de la couleur, t'as de la BD aussi, donc de l'animation. Enfin, c'est sublime, quoi. Enfin, c'est du Wes Anderson. Voilà. Alors, moi, j'ai très envie d'aller voir un Wes Anderson, parce que ça reste quand même un grand monsieur là-dedans, mais j'ai peur avec le film à sketch. Je me dis, ça m'inquiète. En vrai, ça va. Pour moi, c'est peut-être la limite du film, c'est que forcément, en film à sketch, il y a toujours un côté inégal, c'est que tous les sketchs ne sont pas au même niveau. Et là, ils assument clairement le parti pris de, comme disait Mégane, c'est comme quand tu lis un journal. C'est-à-dire que tu peux passer de la météo au sport, vraiment en tournant une page, ou des fois, tu passes d'une ambiance à l'autre. Et tu dis, le parti pris, tu le comprends, mais après, dans un film, peut-être que ça marche un petit peu moins. Mais sinon, après, moi, je t'avoue soi, que le truc est quand même hyper solide. Le seul film à sketch, je crois, qui m'a vraiment marqué, c'est Les Nouveaux Sauvages, un film espagnol. Oui, qui est excellent. Et qui est incroyable. Mais, tous les sketchs sont bien. Mais oui, alors que les autres films à sketch, moi à chaque fois, je me dis, c'est tellement inégal. C'est-à-dire que tu peux taper une énorme barre, et en fait, après, pendant 15 minutes, tu regardes une histoire dont on n'a rien à foutre, donc ça te sort du film. Après, on essaie de te rechoper un petit peu. Pour moi, un film, en fait, c'est un truc où on te tient de bout en bout, tu vois. Si tu m'abandonnes et tu me lâches la main au milieu de la forêt, à un moment donné, reviens me chercher, parce que sinon... Comme la série d'anthologie. Ouais, mais ça dépend des sensibilités. Tu vois, l'histoire, s'il y a une histoire qui est à toi qui va pas te parler, elle parlera à quelqu'un d'autre. Ouais, mais c'est moi qui vais payer la place. L'autre personne aura payé sa place aussi. Comme Les Nouveaux Sauvages, en fait, c'est Wes Anderson qui réalise tout. Donc il y a quand même une cohérence finalement, même si les segments sont un peu inégaux. Tu as pas vu Parano? Tu connais ce film Parano? Non, Parano, je pas vu. Patrick Bouchité, un vieux film. Ah ouais, non, mais pourquoi pas. Ok, c'est un film à sketch aussi. Un film à sketch. Ok, d'accord. Le danger des films à sketch, effectivement, c'est quand ils parlent de plein de sujets différents. Là, en l'occurrence, il y a une cohérence, ça reste autour de la même trame, j'ai envie de dire, peut-être. C'est une lettre d'amour au journalisme, c'est une lettre d'amour à la version très romancée de la France. Mais, au cinéma français aussi. Au cinéma français aussi, ouais, complètement. Donc, The French Dispatch, donc ça sort demain au cinéma. Ouais. Autre grosse sortie. Autre grosse sortie ciné, c'est Last Night in Soho. Ça, j'ai vraiment très très hâte de découvrir. C'est le nouveau film d'Edgar Wright avec Anya Taylor-Joy, donc qui va vraiment exploser avec Le Jeu de la Dame sur Netflix, avec Thomasine McKenzie qui était dans Jojo Rabbit de Taika Waititi qu'on aime beaucoup aussi, et avec Matt Smith qui avait joué dans The Crown aussi de Netflix. Donc voilà, ça met vraiment en scène l'histoire d'une jeune femme qui est passionnée de mode et de design et qui va réussir mystérieusement à retourner dans le Londres des années 60 et qui va rencontrer son idole, voilà, une jeune star montante donc qui est jouée par Anya Taylor-Joy. Et voilà, en fait, elle va aller de désillusion en désillusion parce que le Londres des années 60 qu'elle avait fantasmé n'est pas vraiment celui qu'elle pensait être. Et donc voilà, c'est une ambiance assez intéressante, enfin moi qui me électrique. Ouais, assez électrique. Proche du giallo peut-être aussi un peu Ouais, un petit peu. En fait, c'est pas les plus grosses références de Edgar Wright dessus. D'après dans les lumières, oui, ça fait très giallo, mais c'est principale référence. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est le giallo, peut-être pour tous les gens qui c'était les films d'horreur italiens des années 70. En fait, giallo, c'était le Suspiria, les trucs comme ça. En fait, les films d'Dario Argento. Giallo qui veut dire jaune. En fait, c'était vraiment tous ces films d'horreur avec un poil d'érotisme aussi, qui était très grandiloquent en fait. Donc vraiment des films italiens type Suspiria, tous les films de Dario Argento en général. Est-ce qu'il y a une petite notion aussi de film noir dans ce film de Edgar Wright? Il y a une histoire d'enquête. En fait, faut pas trop en savoir justement parce que c'est même la tagline de l'affiche française, c'est genre un meurtre dans le passé, un mystère dans le présent. C'est qu'en fait, ces allers-retours entre passé et présent, justement, elle va essayer de découvrir aussi ce qui a pu se passer. Ouais. Est-ce qu'on a envie de le voir autour de la table, mon ami Genius? Complètement. Ouais. Je suis transporté à la fois par nos amis sur le plateau et ce que je vois là derrière toi. Ouais, complètement. Voilà. C'est beau ce que tu dis. C'est pas mal, hein? C'est beau ce que tu dis. C'est quand même bien dit. Belle formule. Ted? Oui, mais il m'attire beaucoup plus que Wes Anderson, même si Wes Anderson, ça reste pour moi un cinéma très élitiste. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus, je pense, un peu plus punchy, un peu plus... voilà, je pense que c'est une histoire qui va me passionner. Donc j'ai hâte d'aller voir ça, effectivement. Mégane, tu l'as vu? Tu l'as pas vu? Non, je ne l'ai pas vu. Tu l'as pas encore vu? J'ai hâte de le voir. Tu as très envie de le voir. Oui. Et Max? Alors moi, je l'ai vu, j'ai vraiment aimé, et c'est un film que je trouve très surprenant par rapport à ce que tu attends. Quand on dit Edgar Wright fait un film d'horreur, il avait fait Shaun of the Dead, qui était un film de zombies. Ouais. En fait, même dans la façon qu'il réalise, en fait, t'as des images un peu en tête. Tu te doutes à peu près de comment ça va se passer, et en fait, pas du tout. C'est presque beaucoup plus posé par moment. Après, il y a des morceaux de bravoure. On a vu dans la bande-annonce une scène de danse où Matt Smith en fait passe d'une actrice à l'autre comme ça dans un seul mouvement, et ils ont tourné ça en un plan séquence.
Il a vraiment beaucoup d'idées, beaucoup de choses, mais en fait, dans le propos, c'est un film qui te dit aussi que la nostalgie, c'est comme un poil dangereux, parce que c'est bien d'avoir des idoles, comme le personnage de Anya Taylor-Joy, mais que le passé, il y a des fantômes aussi, il y a une noirceur aussi dans le passé, donc si tu aimes le passé, faut que tu prennes ça avec. Et ça parle aussi beaucoup de la place des femmes dans la société et le regard que les hommes portent sur elles, avec une évolution évidemment des années 60. À travers le temps. Donc, c'est un film qui est très surprenant pour du Edgar Wright, mais qui en même temps évidemment colle beaucoup avec son cinéma, notamment dans la BO qui est formidable. Je pense que Paul sera rassuré de ce qu'il entend. Sinon, il aurait débarqué, il m'aurait sorti de l'émission, je sais. Non, parce que je disais tout à l'heure que les critiques n'étaient pas forcément dithyrambiques. Ouais, globalement, elles sont plutôt bonnes, mais c'est pas ce que. Ouais. Mais je pense parce que ça a peut-être aussi beaucoup surpris. En fait, t'aurais pas marqué Edgar Wright dessus, peut-être que les gens auraient été beaucoup plus positifs. Troisième sortie, c'est celle de La Fracture. Ouais, donc autre film présenté à Cannes cette année, donc autre vision de la France, mais cette fois on est dans le dur, on est dans le vrai, on est dans le vraiment dans le dur, parce que donc La Fracture, c'est un film de Catherine Corsini avec un super casting aussi. On a Valéria Bruni, on a Pio Marmaille, Marina Foïs, de nouveau, et aussi Aïssatou Diallo Sagna, qui est vraiment la révélation pour moi de ce film, qui joue une infirmière, parce que là, dans La Fracture, on est vraiment en plongée dans un service des urgences d'un hôpital, et en fait en plein Covid. Et en pleine manifestation des Gilets jaunes. Ah oui. Voilà, oui, donc un film très dans l'air du temps, très actuel. Très actuel, très dans l'air du temps, très tendu aussi, mais avec énormément d'humour finalement. Donc c'est un vrai récit politique, mais très drôle, très cru, très trash, mais très vrai. Et en fait, on va mettre en opposition comme ça un couple qui est au bord de la rupture, un manifestant des Gilets jaunes et une infirmière qui est au bout du rouleau. Et ça donne des situations extrêmement touchantes, extrêmement vraies, extrêmement trash mais crues et réalistes. Et c'est un film qui, moi, m'a vraiment... un vrai coup de poing, ce film. On l'a vu ensemble, d'ailleurs, à Cannes. Et je ne savais pas trop à quoi m'attendre. J'avais un peu des a priori sur ce film. Et finalement, énorme surprise. Et tout le casting est excellent. Enfin, Valéria Bruni est super drôle. C'est vraiment l'atout comique du film. Et Aïssatou Diallo Sagna est vraiment l'atout émotion et réalisme de ce film. Et c'est un vrai coup de poing, ce film. Et c'est pas manichéen, c'est pas moralisateur ou comme ça, quoi. C'est pas moralisateur, c'est pas opportuniste. c'est pas opportuniste, c'est pas malsain comme ça. C'est juste un vrai récit extrêmement puissant et c'est un très bon film. Mais tu as totalement raison, c'est qu'on l'a vu à Cannes. Et en fait, il faut savoir que le dernier jour, donc juste avant qu'il dévoile le palmarès, en fait, il repasse tous les films de la compétition. Donc il y a une séance pour chaque film. Et La Fracture, en fait, on l'a vu ce jour-là parce que sur le papier, moi, c'est pareil que toi. Je me disais, je suis pas un grand connaisseur de ce que fait la réalisatrice. Le sujet évidemment est intéressant et nécessaire, mais tu te dis si c'est mal traité, en plus comme ce sont des acteurs connus, tu as peur du temps. Il y avait beaucoup de raisons d'avoir peur de ce film-là. Et puis les critiques étaient plutôt bonnes, on en parlait éventuellement pour le palmarès, donc là on s'est dit la séance colle avec notre boulot, on va le voir, et effectivement, t'en sors, tu dis ah ouais, c'est assez... tu t'en sors bien remis alors qu'il n'est pas très long. Il doit durer 1h40, quelque chose comme ça. Ouais, grand max. Hein. Ouais, mais heureusement, parce que tu dis, si ça dure plus, tu t'en sors tendu. Qu'est-ce qu'on en pense autour du plateau, Genius? Beau casting, thème assez poignant, bouleversant. C'est le genre de film qui me plaît. Tu peux t'interpeller, Ted? Moi, pour avoir vécu les événements de très près, j'avouerais que ça m'intrigue toujours de voir comment ils ont été repris au cinéma, comment ils ont pu être romancés. Après, j'avouerais que j'espère prendre la même claque que j'ai pris sur le documentaire qui en parlait justement du cas des Gilets jaunes, qui a gagné d'ailleurs Cannes. C'est Une France qui se tient tranquille ou un truc dans le genre. Un pays qui se tient sage. Un pays qui se tient sage, voilà, qui a été pour moi une vraie claque parce que là, on était au cœur de l'action et on voyait clairement les familles, des choses comme ça, quoi. Et donc je me dis et j'espère que le film retransmet vraiment bien ça et me fait pas juste un truc un peu en mode c'est la thématique du moment, alors on va faire ça parce que c'est le moment de racoler un petit peu et j'espère que ce sera pas sur le dos des gens en fait. Non, en fait là c'est plus le contre-champ en fait
du documentaire, parce que là, tu vois, ça se passe vraiment. Ça pourrait être une pièce de théâtre parce que ça se passe quasi exclusivement dans l'hôpital. C'est un huis clos, tu vois un petit quasiment un peu. huis clos. C'est quasiment un huis clos, ouais. Voilà, t'as le début et la fin qui te font sortir de l'hôpital, mais sinon, ça se passe vraiment au milieu d'espèces de chaudrons qui bouillonnent. Bon, bah, moi, de toute façon, j'irai le voir. De toute façon, je pense que c'est un film à voir. 2 salles, 2 ambiances, puisqu'on enchaîne avec Army of Thieves. Ouais, et ben, je dois vous dire que pour moi, c'est une très bonne surprise parce que j'avais été très. Pas déçue, enfin, j'avais aucune attente de toute façon. Je n'ai pas été spécialement emballée par Army of the Dead de Zack Snyder, du coup, qui était sorti il n'y a pas longtemps sur Netflix. Et donc là, on se retrouve avec un spin-off, un préquel, qui s'appelle donc Army of Thieves, qui sort le 29 sur Netflix. Et donc c'est réalisé par Matthias Schweighöfer, qui jouait Dieter dans Army of the Dead, et donc c'est centré sur ce personnage. C'est le mec qu'on voit devant, c'est ça? Oui, devant, ouais. qui est le plus chouchou. Enfin, moi, c'était mon chouchou. L'explosif, le français explosif. Non, qui fait... le crocheteur. Voilà, le crocheteur. Le crocheteur, donc voilà, qui... Du coup, il n'y a pas de zombies, là. Eh ben non, justement, c'est ça le truc, c'est qu'il n'y a pas de zombies, et tant mieux. Et c'est bien mieux comme ça. C'est un film vraiment de braquage. Et c'est un film de braquage qui est plutôt bien filmé, qui est plutôt bien exécuté. Le casting est bon, on croit à cette cohésion de groupe, on croit à ce groupe qui va faire de multiples braquages à travers l'Europe. Et on a un super casting, donc on a Nathalie Emmanuel, Ruby Offi, Gus Kahn, Stuart Martin, Noémie Nakai, et on a aussi Jonathan Cohen, Cocorico, qui a un vrai rôle, c'est pas juste un petit coucou comme ça, voilà, qui a un vrai rôle, qui joue un mec d'Interpol, donc qui va essayer de choper cette bande de braqueurs, et qui s'en sort vraiment pas mal du tout, en anglais, s'il vous plaît. Ouais. Il s'en sort vraiment pas mal, Jonathan Cohen, donc c'est sympa de voir qu'il commence à aller sur ce terrain-là. Donc voilà, donc moi, ça a été une bonne surprise, j'ai pu le voir, et... franchement, c'est bien mieux que Army of the Dead. C'est notre collègue Shaima qui a fait l'interview de l'équipe, et apparemment, c'est en voyant La Flamme, je crois qu'ils auraient flashé sur Jonathan Cohen. Ah ouais. Ce qui est assez étonnant. Army of Thieves, donc avec notre Cillian Murphy, même si lui ressemble un peu le gars, je trouve. Ah ouais, tu trouves? Ouais, je trouve qu'il y a un petit air, un petit truc. Ah ouais. Ted, ça t'as envie de Pourquoi pas voir un dimanche après? Moi, j'ai beaucoup aimé la trilogie des Ocean. Je me dis que ça peut être sympa de retrouver une vraie belle équipe de braquage. Il n'y en a pas eu vraiment des gros films de braquage qui ont marché, en tout cas récemment. J'oublie très rapidement le spin-off féminin de Ocean Eleven qui pour moi est une hop, ça saute, et en fait en soi j'en ai pas eu depuis, peut-être même braquage à l'italienne, donc pourquoi pas, je serais pas contre. Linus. Ouais, pareil, j'aime bien vraiment voir le déroulé, comment ils préparent, tout ce qui est les petites créations. Est-ce que ça va marcher? Voilà, comment ça a marché, qu'est-ce qu'ils vont trouver à la fin pour vraiment faire le braquage parfait. Donc ouais, et puis j'aime beaucoup, pareil, le personnage, c'est celui qui ressortait le mieux du film. Le plus attachant, le plus sympa. Ce qui jouait même, qui jouait vraiment le mieux. Et non, je suis assez chaud aussi, bien entendu. Avec ambulance. Tu sais, mais qui ressort ambulance. Ça, c'est en février. Ouais, c'est plus tard. Ouais, je le prends. Après, c'est pas un film de braquage qui va révolutionner le genre des films de braquage. Non, oui. Mais ça reste... je trouve que c'est un très bon divertissement, c'est bien foutu, bien ficelé, bien écrit. Tu t'attaches sur le cahier des charges. Efficace. Un petit dimanche, parfait. Ouais, un bon film du dimanche soir, c'est exactement ça. Ça part. Dernière sélection. Ouais, alors dernière sélection dans les incontournables, c'est Chapelwaite, qui est une série qui va être disponible sur Amazon à partir du 27, donc c'est demain. Voilà, donc série qui est adaptée de la nouvelle Celui qui garde le verre dans le recueil Danse macabre de Stephen King. Voilà, donc Stephen King qui n'arrête plus d'être adapté. Il vend tout avant de mourir. Vous voulez quoi? J'ai des nouvelles encore. De toute façon, mais ces romans qui sont même pas encore sortis, les droits sont déjà. Il vend tout. C'est incroyable. Ils vendent tout. Le pire, c'est que ça fait souvent des trucs bof. Ouais. Ah bah là, on en revient au même truc que pour les jeux vidéo adaptés en film. C'est très très rare. Son pire reste de sel. Avec John Cusack. Cimetière était quand même pas si ouf que ça non plus. John Cusack. Le dernier Cimetière, ça m'a fait mal au cœur. L'original. Oui, bah oui. Ah bah oui, le premier. Mais alors, par contre, il y a des The Shining aussi au milieu, donc il y a toutes les adaptations de Stephen King sont pas ratées. C'est ce qu'il fait, mais The Shining que Stephen King n'a pas du tout apprécié. Oui, mais il a fait produire un téléfilm. C'était quand même beaucoup moins bien que le film. Ah bah oui, mais ça, je suis d'accord avec toi. Le film pour moi, je le trouve incroyable. Mais tu vois, c'est bizarre que l'un des rares films où Stephen King a vraiment cartonné, etc. Du moins de ses histoires et tout, ils disent bah non, en fait, moi je suis pas très fan. Ok, ça passe. De quoi ça parle, Chapelwaite? De quoi ça parle? Ça parle d'un capitaine qui s'appelle Charles Boone et qui va emménager avec ses 3 enfants dans un manoir dont il a hérité dans une petite ville du Maine. Et ben en fait, il se passe des choses dans ce manoir. Ce manoir est peut-être hanté. Voilà, peut-être une histoire horrifique derrière ce manoir. Donc ça se passe après le décès de sa femme. Donc voilà, il est déjà très meurtri, très hanté par ces démons du passé. Et en fait, il va devoir affronter des terribles secrets de famille parce que c'est un manoir dont il a hérité. Donc
qui est dans sa famille depuis des générations et des générations. Et donc c'est Adrien Brody qui joue le rôle principal, qui est un excellent acteur et qui vraiment porte ce récit sur ses épaules. Il y a des très belles scènes horrifiques dans cette série. C'est très sombre, très lent, très... Est-ce que c'est un peu le Hunting of Hill House en costume? Ouais, il y a un peu de ça. Ok. Ouais, non, mais si, Est-ce que si, t'as si. aimé? Il y a un peu de ça. T'as pas aimé? Alors pas du tout. Il y en a un. Non, parce que j'y avais pas pensé, mais je vais pas me répéter, mais oui, ça... Il y a quelque chose d'eux. Il y a quelque chose d'eux. Oui, ça peut plaire aux personnes qui ont aimé The Hunting of Hill House. Ok. Est-ce qu'on a envie de voir... Ça régale. J'y étais. Alors, pas celle-là, mais Comment ça, j'y étais Maison hantée dans le Maine, j'y étais 2 fois. Ah oui, d'accord. Il est là, Attends, Genius, comment là. ça Parce qu'en général, tu nous dis... On me croit pas et j'ai été 2 fois. Bref. Et comment ça, t'as été 2 fois? T'as dormi dans une maison hantée 2 fois? J'ai été 2 fois dans le Maine et une maison hantée, j'ai été 2 fois. Je vous raconterai hors coulisses. Ah ouais, d'accord. Mais non, mais l'anecdote est croustillante. Ah, mais Qu'est-ce c'est que c'est génial. à faire? Tu fais quoi là juste après l'émission? Parce que sinon il y a un petit before. J'ai un café. Il y a un before. Eh ben j'y serai. Tu peux raconter ça dans le Excellent. Ah, Genius au Before, c'est pas tous les jours. Prenez vos places. Mais moi, je suis fan de Stephen King, autant voilà, les romans, les films. Donc, moi, dès qu'il y a marqué Stephen King, je cours. Donc, puis Adrien Brody, franchement, on a beau dire, j'adore cet acteur, on ne voit plus assez à mon goût. Voilà. Max? Pareil, en fait, Adrien Brody, c'est un de mes acteurs préférés. Donc, quand je dois faire des trucs qui ont l'air bien, parce que, ouais, comme tu dis, il a quand même 2-3 Predator, casseroles. Bah ouais, Ouais, ça encore, Predator, la bande-annonce, tu disais, ça peut être pas mal. Et en fait, non. En fait, non. Mais il y a d'autres trucs où même dès la bande-annonce, tu fais, oh, ça va être dur. Ouais. Ça. Donc, ouais, non, j'ai très envie de voir rien que pour lui. Ted? Moi, je suis pas un mec à série, donc. Ni série, ni truc d'horreur, je crois. Si, horreur avec Si, ça plaisir. Oui, les regarder au cinéma avec plaisir, les vivre beaucoup moins. Oui, non. Mais non, les séries, j'ai pas le temps. Tirez pas dans le Maine, dans une maison hantée. Mais il est fou, il est fêlé, lui. T'as gagné de l'argent pour faire ça? J'en ai perdu. Une erreur. Non, mais double erreur. Non, mais non. Et Megan, tu conseilles J'ai pas encore fini, mais en tout cas, les premiers épisodes sont prometteurs, donc à voir. On rappelle que c'est sur Amazon Prime Amazon Video. Prime, ouais. Écoute, merci à toi. Sinon, on se fait un petit tour en vrac. En vrac, bon, on en a parlé très bien avec Fabrice Eboué, Barbac. C'est le moment où tout le monde dit, oh, non, moi, j'ai pas envie de voir. Qui sort donc demain au cinéma, Barbac 2, et avec Fabrice Eboué et avec Marina Foïs. Mais moi, en vrai, j'ai envie de le voir, Barbac. Et t'as dit Virginie Hoc, je sais pas, moi j'aime beaucoup Virginie Hoc, je trouve que pareil, la voir. Ah bah là, elle te fait une bourgeoise. Ah ouais? T'as envie d'y mettre des chassés croisés dès qu'elle ouvre la bouche, mais elle est incroyable, Virginie Hoc. En spectacle, elle est folle. Elle est top, elle est top. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Lui, 2, et avec Guillaume Canet, avec Virginie Fira, Laetitia Casta et Mathieu Kassovitz. Donc là, je sais pas si c'est un ego trip de Guillaume Canet dans ce film, mais vu l'affiche, en tout cas, voilà, on le voit en 2 fois. Ça s'appellera Rock'n'Roll. Il y avait un truc qui était très drôle, en fait, c'est que je sais pas ce qu'il a pensé avec ce titre de film, mais du coup, tu avais beaucoup de trucs de tweets genre aujourd'hui Guillaume Canet se reprend pour parler de lui. Oh bah écoute, ta life, mon gars. Et du coup, ça parle de quoi? Du coup, Guillaume Canet, il incarne un compositeur en mal d'inspiration et qui va quitter femme et enfant pour aller sur une île bretonne, voilà, pour essayer de retrouver un petit peu l'inspiration. Et il va essayer, enfin en fait, c'est ce retrait, ce repli un peu sur lui-même qui va faire qu'il va affronter un petit peu ses démons du passé, sa maîtresse, sa femme, ses enfants. Voilà, c'est une grosse remise en question pour ce personnage incarné par Guillaume Canet. Voilà, donc c'est pour ça que je parle un peu de trucs très égocentrés, très égotripes. Une crise de la quarantaine en image. Voilà. C'est le truc qu'il a écrit pendant le confinement aussi. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Là, ils sortent tous les films des confinements. Personne l'a vu, enfin personne. Non, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Mais en tout cas, voilà. Et donc, il essaie d'être seul. Et en fait, il y a tout le monde qui vient lui casser les pieds pendant sa retraite spirituelle entre guillemets. Deuxième sortie sélection. Autre sortie, alors là c'est un camoulox, mais avec, enfin bref, le film je le trouve génial, ça s'appelle Pig. Ouais. Putain, faut que je le vois. De Michael Sarnowski avec Nicolas Cage. Enfin. Et Nicolas Cage incarne un chasseur de truffes qui vit en ermite, vraiment dans une nature assez sauvage de l'Oregon. Et en fait, sa truie truffière va être enlevée. Et donc, ça va le mettre hors de lui et il va tout faire pour retrouver. C'est le John Wick avec un cochon. C'est ça, John Wick avec un cochon. C'est exactement ça. Et donc, il va retourner un peu à la civilisation pour retrouver sa truie, sa truie truffière. Et pareil, il va aussi affronter un peu son passé en même temps. Mais, parce qu'il était un serial killer avant, ou un tueur à gages. Non, d'accord. On a le droit de toujours les pistes, il était avant. Le seul truc qu'on peut dire, en fait, c'est que c'est pas du tout le film que t'attends en lisant le speech. Non, pas du tout. Tout le monde en ressort en disant, en fait,
hyper tendre, hyper émouvant. Ouais, c'est hyper pas du tout émouvant, le John Wick de Nicolas Cage. C'est pas de Ok, la ok. castagne tout le long, ouais, ça a l'air. Et Tu vois, vois, enfin, ouais, tu vas voir. pour parler rapidement de Nicolas Cage, qui est pour moi l'un des meilleurs acteurs des années 90-2000, et qui après s'est totalement perdu dans des nanars au Les nom dettes, du les pognon. Dans le CDT, exactement. Il a toujours plus ou moins fait double jeu. Hein. C'est horrible. Bah, franchement, Et puis, le non, dernier ouais. bon film qu'il a fait, mon gars, je pense qu'il faut gratter. Hein, Il y a Joe, en fait, qui, on y pense beaucoup, mais un truc moi que j'aime bien avec Nicolas Cage, et je trouve qu'il a un C'est talent coiffure. déjà, parce que il en change à chaque film, et c'est surtout que quoi qu'il fasse comme film, il va le faire à fond. Alors que Ouais. Bruce Willis, tu le mets dans un bon film, il en a plus rien à foutre. C'est Ouais, il est en Au moins, roue libre un Nicolas peu, Cage, ouais. un nanar, il se donne à Ouais. 200%, Ouais. et tu te dis au moins, ça vaut le coup. Ça reste un film de merde. Ah Ouais, non, mais mais au moins, c'est au moins, terrible. tu prends une espèce Ouais. de plaisir à le regarder, parce qu'en fait, tu vois les DTV de Bruce Willis, déjà il apparaît 5 minutes, et vraiment, il est en pantoufle, les mains dans les poches. Et, oui, non, mais Cage, t'as toujours de l'empathie pour lui. Ouais, tu voilà, vois, il y a- alors que Bruce tu Willis, sens qu'il y a une t'en as pas. sincérité. Bah en oui, fait, c'est ça. c'est que les projets, même s'il les fait beaucoup pour l'argent, il y croit Il y à croit, ses bien personnages sûr, et il y bien va à sûr. fond. Non, mais tu vois, par exemple, son dernier grand rôle pour moi, c'est Kick-Ass. Et t'imagines, Kick-Ass, il fait une courte apparition et je le trouve formidable dans Kick-Ass. Tu Bah, vois. dans Joe, Ouais. c'était en 2013, c'était un peu plus récent. Et même moi, Joe, je t'avoue que je ne l'ai pas trouvé incroyable. Hein, mais bon, après, c'est mon point de vue perso. Mais moi, en fait, depuis Benjamin Gates, et encore, même les Benjamin Gates, le deuxième, et on peut dire ce qu'on en veut, voilà, est un peu limito. Mais c'est vrai que moi, qui étais un très grand fan de Nicolas Cage, qui vendait vraiment mon billet sur le fait que, oh putain, Nicolas Cage, moi, les dernières années, 10, 15 dernières années, moi, dès que je voyais Nicolas Cage, je fais, oula, bon, alors, on va peut-être aller voir autre chose. Et là, peut-être, et je l'espère de tout cœur, que ça va me refaire retrouver mon Nicolas Cage d'enfance. Sur France 2. C'est un film surprenant en tout cas. Ouais. un film altruiste. On appelle tout de suite le distributeur pour qu'il change son Sans transition. Ouais, sans transition. Sur France 2. Sur France 2, à partir de ce soir, une série dont je vous avais déjà parlé dans l'émission qui s'appelle Germinal, que j'avais adoré, qui est vraiment une super belle relecture de l'œuvre d'Émile Zola. Donc, je rappelle, c'est le combat d'Étienne Lantier dans les corons, voilà, qui va instiguer une grève à l'encontre de la Compagnie des mines, qui avait décrété la baisse des salaires des miniers. Et c'est déjà l'œuvre de base est un classique. Et là, cette relecture assez moderne et vraiment extrêmement bien ficelée et surtout une mise en scène très ambitieuse. Ça vaut vraiment le coup. C'est 6 épisodes, donc ce sera 2 épisodes par soir, tous les mardis soirs sur France 2 à partir de ce soir. Sinon, elle est déjà disponible sur Salto si vous voulez pas la regarder ce soir parce qu'il y a Koh-Lanta et je le comprends. Elle est disponible déjà sur Salto. Donc vraiment, si vous avez l'occasion, passez pas à côté En de cette, intégralité en intégralité. Oh, bah. Donc si vous avez l'occasion, gratis. vraiment, passez pas à côté de cette série française. Ça fait du bien de voir des séries françaises ambitieuses qui se donnent les moyens de ses ambitions et qui est bien écrite, bien incarnée. Et voilà, vraiment, C'est vrai que pour le donnez-lui coup, sa chance. on peut pas lui reprocher d'être une série comédie romantique autour des trentenaires parisiens. Commercial. Ouais, voilà, tu vois, complètement. voilà. Surtout quand tu sais comment le film a été tourné, que c'était un calvaire parce que Renaud s'était pris pour l'entier jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il allait voir les figurants, il allait manger avec les Il a figurants en fait mode. Il a lancé des grèves. Mais oui, non mais bien sûr, C'est vrai il a commencé à lancer des grèves sur le plateau en mode il faut qu'il soit payé plus, il faut qu'il mange pareil que les acteurs principaux, etc. Je comprends qu'il a pas fait beaucoup de films derrière ça, en fait. Et ouais. c'était très compliqué, mais oui, tu m'étonnes. Pourtant, Renaud, très grand acteur aussi. Quoi. Germinal, donc la série à voir sur France 2, sur Canal+. Canal+, il y a la 3e saison d'American Crime Story qui sera dispo à partir du 28. Et donc là, après la première saison qui était sur le procès O.J. Simpson et la 2e saison sur l'assassinat de Gianni Versace, cette 3e saison, elle s'appelle Impeachment. Et en fait, elle revient sur l'affaire Monica Lewinsky, donc à travers le portrait croisé de 3 femmes. Il y a un mensonge alors. C'est pas de crime. Il n'y a pas de C'est pas un crime. crime, il y a personne qui meurt, quoi. Oui, un crime Oh, bah, moral. en même temps, ouais, ok. aux États-Unis, Ok. ça a été considéré comme un crime. Ça, sans, ouais, ce il y a un parjure. crime moral, ouais, il y a un crime quand même, c'est pas un crime, Oui, non, mais voilà. personne n'est mort. Moi, je pensais dans que ce American sens-là. Crime Story était toujours autour du décès d'un assassinat, enfin d'un truc comme ça. Donc, Non, c'est en pour fait, ça. la Non. saison 4, elle devait être sur Diana le et roi- Prince Charles, tu vois. Ouais, Ah oui, ok. il devait y avoir aussi une saison sur l'ouragan Katrina Oui, donc, oui. qui a été annulée, mais On prend un pitch. Oh, puis elle prend pas en couille. C'est parti, let's go. Ça marche, c'est parti. donc là voilà, c'est sur
donc l'affaire de Lewinsky. Monica Lewinsky et la procédure de destitution de Bill Clinton à l'époque. Donc série en 8 épisodes, toujours produite par Ryan Murphy, donc qui avait fait tous les American Crime Story et Horror Story pour ne citer que ça. Et il y a Monica Lewinsky qui a aussi participé d'ailleurs à l'écriture, à la production de cette série, avec un super casting où il y a toujours Sarah Paulson qui répond toujours présente pour les projets de Ryan Murphy. Il y a aussi Beanie Feldstein, Eddie Falco, Clive Owen, donc assez joli casting aussi pour cette série. Voilà. American Crime Story saison 3 sur Netflix. Sur Netflix, un très beau film. On parlait tout à l'heure de Haunting of Hill House. On retrouve Kate Siegel, donc, qui a été dans cette série-là, qui joue dans Hypnotic. C'est un film donc sur Netflix qui sera dispo dès aujourd'hui. Et en fait, elle incarne une jeune femme qui cherche un petit peu à soigner ses troubles du sommeil. Et en fait, elle va se faire soigner par hypnose, donc comme le nom du film l'indique, Hypnotic. Et en fait, elle va se rendre compte qu'après une série de séances assez intenses, qui l'amène vraiment limite dans des mondes parallèles, elle se rend compte que son thérapeute est pas si bienveillant que ça, voilà, qui est incarné par Jason O'Mara. Et donc, elle va vraiment aller sur une pente assez descendante et elle va se rendre compte que il en veut plutôt après elle et il veut pas vraiment son bien en fait avec ses séances d'hypnose. Voilà. Et c'est un thriller assez bien. C'est bien fagoté. Assez bien fagoté. C'est pas non plus fagoté. C'est longtemps que j'ai pas entendu celui-là. J'essaie de faire des petits effets. T'as raison. Je trouve que elle est super. Kate Siegel, elle est incroyable vraiment de plus en plus dans tout ce qu'elle fait. Moi, je la trouve incroyable. Et ouais, c'est un bon thriller. Même le méchant est bien fichu, bien incarné. Donc voilà, il y a des trucs qu'on s'attend pas trop. Et puis après, ça reste. Il y a des bons rebondissements jusqu'à ce qu'après ça se termine sur une fin assez convenue. Ça reste un thriller assez basique, mais qui se regarde très bien. Et enfin sur Apple TV+. Et sur Apple TV+, à partir du 29, on a une série qui s'appelle Swagger. Et c'est une série qui est consacrée en fait à la genèse de Kevin Durant. Ok. Voilà, donc c'est vraiment un drame plutôt social qui est inspiré de la jeunesse de Kevin Durant et comment il a réussi à gravir les échelons pour faire sa place au sein de la NBA, quoi. Donc voilà. Je peux avec Erwan et la First Team. Non, mais toi. Il me disait, je connais. Il croit Lui, que je connais. lui, c'est un menteur. C'est ce qu'il me fait. Je fais. Qu'est-ce Tu qu'il a connais? Il me fait. Oh, ouais, c'est un basketteur. Je fais. Ouais, t'as vu la fiche? Non, c'est un mec de baseball. Alors, Kevin Durant, les gars, mais quand tu connais pas le basket, moi je connais la First Team Erwan, c'est lui, il m'a formé. Aïe, aïe, aïe. Encore une fois, c'est Apple TV+, et je n'ai toujours pas Apple TV+. Je rappelle. Désolé. Ouais. Pourtant, franchement, sur Apple TV+, il y a des séries de grande qualité. Ah, mais grave. Il y a Foundation. The Morning Show. Morning Show, faut que je vois Morning Show toujours. Et mais d'entre tous, c'est Ted Lasso. C'est pas. Ah oui, Ted Lasso, il paraît que c'est. C'est trop bien. Même Yoann, il adore et tout. Je rappelle donc lui, Pig, Germinal, American Crime Story saison 3, Hypnotic et Swagger. Yes. Et Barbac. Et Barbac, oui, mais Barbac, il est déjà qualifié. Du coup, entre tout cela, qu'est-ce qu'on garde? Si t'en as un à voir de tout ça. Pig. Là, c'est Pig. Ah ouais, Pig. Alors du coup, au-delà de Barbac, Germinal. Germinal. Et je pense que Pig aussi. Pig aussi. Mégane. Bah, tout ça, moi, c'est bon. Ce serait quoi? Ah, si je dois en garder un de tout ça, Germinal. Germinal aussi. Ouais. Donc voilà, vous avez un peu la sélection autour du plateau. Moi, je dis pas celui-là. C'est vrai, j'ai pas dit. Dis donc. Bah ne me dira pas. Non, mais ouais, Germinal ou Pig. De toute façon, je suis assez raccord avec vous, donc pas de feinte. Il est 18h tout pile. C'est le moment préféré de Norman Je crois qu'on Gelius. n'a jamais eu autant C'est le de temps quiz. à faire un bien. quiz. Il vient de me péter l'épaule pour le. Ah merde. Allez. Attends, je me rapproche. Aïe, putain. 10 questions aujourd'hui. 10 questions pour un petit quiz. Alors, je prends mon temps, vous avez vu, parce qu'on avait, on avait un petit peu de temps. Donc, je l'ai pris. La réponse à toutes les questions contient 3 fois la lettre O. Au moins. Ok. Au moins. Au moins 3. Au moins. Ah oui. Ok. Attends, si c'est 3 fois pile, ça va être galère. Je ouais, vais pas écouter ce qu'il dit à chaque fois. Ouais, c'est compliqué. Toi, t'écoutes, mais moi, je dis pas. Parce qu'en plus, il va y avoir les indices derrière ça. Non, il n'y a pas d'indice. Ah, il n'y a pas d'indice? Il n'y a pas d'indice. Oh, Parce que carotte un peu là. ce cher David est aux affaires. Non, il y a beaucoup à faire. On a un énorme quiz demain soir sur les gardiens de la galaxie. Et donc, ça lui fait beaucoup de travail à lui et à toute l'équipe. Donc, voilà, aujourd'hui, on n'a pas les indices, mais on a quand même 10 questions. Donc, la réponse contient forcément 3 fois au moins la lettre O. C'est parti. Première question. J'allume les buzzers. Pour toi. Quel acteur? Mais non. Ça marche. Ouais, mais ça marche. Eh oui, c'est lui. Non, pas Jean-Paul Samar. Jean-Paul, ça marche. Putain. Quel acteur apparaissant souvent dans les films des frères Cohen est connu pour son rôle de Walter Sog... George Clooney. C'est non. Ah merde.
Du coup, c'est Mais il y a cool. 3 mots, pourtant. Oui, John mais, Goodman. John Goodman. mais c'est John Goodman. Voilà. Parce qu'il n'a pas joué Walter Sobach. ouais, Tu me fais merde. plaisir. Oui. C'est pas Il y grave. avait Bon, 3 mots on avait le temps pourtant. de- Ouais, grave, on est là. Georges Clooney, Ouais, c'était- c'était Bah bien ouais. essayé, c'était Ouais, bien j'ai essayé. tenté, j'ai tenté. Pardon. Peut-être qu'il est dans une autre réponse. Oh, peut-être. Ouais, tentez là à chaque fois. Georges genre- Clooney, je vais te dire. Moi, je vais te dire. Mais dans quoi, à part Burn After Reading, il joue dans quoi d'autre Ah oui, Dans au Brother. Intolérable Au Brother. cruauté Au Brother et. Ouais. avec César. Avec Ah, il y César. a dans plein. Ouais. Bah John oui, Goodman, bah oui. Bah, elle, tu peux avoir John Goodman dans demi-points. quasi tous. Ouais. Quasiment tous, On ouais. va avoir un demi-point quand Ouais, même. c'est moche. Attention, comment s'appelle le film le plus récent de Quentin Tarantino? Once Upon a Time in Hollywood. Once Non, mais nous, ça marche Upon a pas bien. On va Time faire un in demi-point pour Fabrice Hollywood. Eboué qui nous l'a filé. Non, si ça marche, c'est juste que quand il buzz, ça empêche de buzzer là. Ah, d'accord. Ouais, je connais cette théorie. Cette théorie, la théorie des piles. Je vais te dire comme dans la musique, si vous voulez, vous pouvez inverser. Parce que vu le nombre de fois qu'elle appuie dessus, je me dis, mais merde, c'est bizarre, ça ne marche pas. tu Bah vois, oui. j'ai- Non, c'est parce que ça empêche de buzzer de l'autre côté. Quel film sorti en 2001 est le premier film d'une longue saga adaptant les livres? Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. C'est non. Ah bah oui, non, putain, je sais. En plus, j'ai trouvé en le Vas-y, va disant. au bout, on a le temps, on est En tranquille. le disant, j'ai Film trouvé sorti un en peu. 2001 est le Ah ouais. premier film d'une longue saga adaptant les livres de J.K. Rowling. Ah bah oui. Harry Potter à Potter. l'école des sorciers. Harry Potter à l'école Ouais, des dans- sorciers. Sur les Anneaux, j'ai fait Et non, il y en a oui, pas. je voulais le titre du film, pas le nom de la saga. Ah bon. Mais oui. Bien, t'es bien, tu te relâches. Rassure son C'est équipe. une Tu te claque. relâches, pardon. 2-1. Quel est le titre original de la comédie romantique N'oublie jamais, mettant... The Notebook. C'est une bonne réponse. Ouais, joli. Mettant en scène la romance Michael entre Douglas. Ryan Gosling et Rachel McAdams. McAdams. Quelle série met en vedette Freddie Highmore dans le rôle de Non. The Good Doctor. The Good Good Oui, Doctor? pardon, C'est moi, une bonne réponse. C'est pas grave, pas grave, j'ai failli encore me taper le Arrête, manicure. j'ai tapé les doigts. Heureusement que j'ai pas d'ongles. Sinon, c'était baisé. Il va jouer avec des grandes bottes la prochaine fois. La série, j'avais plus Ah, je n'approche plus le buzzer, je te le dis. Le suspense. Il Et est qu'un bâton Mais comme ça. purée. quel film musical avec Kevin Bacon en rôle principal? Footloose. Footloose est une bonne réponse. J'en ai marre. Quel film musical avec Kevin Bacon en rôle principal donc, Footloose. porte le nom d'un célèbre morceau de Kenny Loggins? Footloose. Il reste 4 questions. Oh là là. Il nous reste 10 minutes. Pas du tout. Non, ça va. Yeah. C'est bien, on a C'est Jacques Santini qui peut prendre. Quel acteur nominé en 97 pour l'Oscar du meilleur acteur pour le film Larry Flint? Ah ouais, putain. Woody Harrelson. Woody Harrelson. Ouais. Sur le fil, j'ai fait le Non, décompte. j'ai pensé à Larry et son nombril en fait, ça m'a perturbé. Ah Ah. C'est qu'il a un nom très long, Woody Harrelson. Woody Harrelson. C'est une bonne réponse. Je l'avais en plus. Alors là, on a le grand miam derrière, je suis désolé. Ah, mais quel gros genre. J'ai dit du bien de Last Night in Soho, Paul, ça va. C'est vrai que c'était un peu un pré-shot. Mais en fait, ouais, c'est qu'en fait, en appuyant, je me suis dit, mais attends, mais. Ouais. En 2019, quel film a remporté l'Oscar du meilleur film? Bah non, ça va pas. Le Green Book. C'est une bonne réponse. Green- Ah ouais. Putain, j'avais Bien joué, ça, bien joué. Moi, j'avais Moonlight. Parasite aussi. Green Non, j'avais Book Moonlight. sur les routes Ah oui. du Sud, pour avoir les 3 hauts. Ouais, c'est quoi, c'est 2020 Sud. Très très grand film. hein. Moonlight, c'est Parasite. 2020. Moonlight, c'est l'année d'après. C'est l'année d'avant. Moonlight, c'était Moonlight. 2017. 17, c'est ça. Parasite Oui, 2020 et ouais, c'est ça. Ouais. putain. Et 2021. C'est bon. Dans quelle série, avec David Tennant et Michael Sheen, l'ange Good Omens. Good Omens? C'est une bonne réponse. Ça va, normal. me- Nous, on est dans le sac à dos des deux. hein. mais- C'est oui, vraiment. Attention, C'est Yoda. J'ai l'impression va se j'ai l'impression jouer. de Vavrinka faire un double avec Federer. Je me régale. 5 points pour l'équipe Genius et Max. 4 points pour l'équipe Megan et Ted. Oula, ils sont là. parti, c'est parti. Vous pouvez égaliser. Et vous savez quoi? Ce point vaut 2 points. Oh Comme ça, là tout est encore jouable. Tout est encore jouable. Dans quel film Jean-Claude Van Damme se rend... Bloodsport. C'est une bonne réponse. Bon, bah, tu l'avais. On l'avait, Attends, on l'avait. mais On l'avait. quelle affaire dans quel film Jean-Claude Van Damme est là? Et il tente, il y a les hauts. Et il a- Quel il a enfer. raison. Ouais. Tu fais C'est Chastel pas Homme, double full impact. Non, mais ce qui est ouf, c'est que tu arrives à faire la filmographie de Jean-Claude Van Faire Damme. une question qui sur est Georges quand même, Clooney. Non, Ah, c'est désolé, possible. c'est pas moi qui fais les questions. J'ai failli tenter Georges Clooney. hein. C'était assez donné. J'avais dit peut-être. Ouais, J'avais ouais. dit peut-être. Ouais, bah oui. Non, dans quel Bien film, joué. dans quel film Jean-Claude Van Damme se rend à Hong Kong afin de participer au comité Alors, Anthony, dans tous ses Ah films. oui. quasiment
un tournoi clandestin d'arts martiaux mixtes où se réunissent tous les 5 ans les meilleurs combattants de la planète. C'était Mortal Kombat. Non, pas du tout. C'était Bloodsport. Et c'était pas Jean-Claude Van Damme, c'était Christophe Lambert. Allez. Ça aurait dit de Franck Dux, hein. Chef-d'œuvre. Donc voilà, victoire de la team Max et Genius. Bravo. Franchement, t'as bien bossé. Plutôt de la team Max. Et d'ailleurs, on me dit sur le chat, Max, t'abuses un peu, tu pré-shottes souvent. Pas du tout. Non. À part une fois sur Woody Harrelson et Woody. encore parce que ça m'a je me suis. Est-ce que le chat n'a pas raison? Est-ce que Sauf au chalet, je tout pense ça. que le chat est jaloux du talent qu'il observe chaque semaine. Quelle est l'activité de Allociné en ce moment, Mégane? T'es sur quoi? Tu as le droit d'en parler? Des interviews que tu fais, des trucs comme ça? En ce moment, hier soir, j'ai eu la chance de voir The Eternals, le nouveau Marvel. Ah, et t'as pas le droit d'en parler? Ah bah non, l'embargo est élevé, donc je peux en parler. Sur les réseaux sociaux, il y a plein de... Non, ils nous ont dit à la Projo hier que l'embargo était levé, donc on pouvait en parler. Et écoutez, moi, dans l'ensemble, quand je suis sortie de la projection, j'étais plutôt emballée. Après, je me suis un petit peu endormie dessus et donc du coup, j'avais des belles images en tête, mais aussi des petits points qui me... Je me disais, merde, là, ça a peut-être pas fonctionné. Dans l'ensemble, je trouve que c'est un très beau film. C'est une très belle proposition de Chloé Zhao qui a vraiment apporté sa patte. Comment? Elle a fait No Man's Land. Elle a fait No Man's Land, ouais, entre autres. Et elle a vraiment apporté sa patte à ce film. Et je trouve que c'est très cohérent avec l'univers des Éternels qui sont censés protéger les humains depuis des millénaires et des millénaires et qui vont être sur le devant de la scène pour une fois parce que là, ils doivent intervenir alors que normalement, ils ne sont pas censés intervenir. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne sont pas intervenus quand Thanos a snappé la moitié de la population. C'est très beau, c'est très bien filmé, la photo est superbe, la musique incroyable de Ramin Djawadi, donc qui avait fait les musiques de Game of Thrones et Westworld. Donc tout ça, tout le côté artistique, tout le côté un peu auteur du film fonctionne très bien. J'attends le mème. Il arrive là, il y a un mème dans la bouche. Il est souvent le cas de les personnages sont super attachants, il y a une vraie alchimie, on sent la sincérité, le côté très famille, très fresque, familial, mythique, mythologique des personnages. Il y a beaucoup de diversité, d'inclusivité. Il y a ça, moi j'aime beaucoup. Il y a des vraies histoires d'amour, des histoires aussi très très modernes avec notamment un personnage malentendant. Voilà, donc tout ça j'aime beaucoup parce que ça rend l'histoire très humaine et très universelle finalement, alors qu'on va quand même dans le côté très cosmique de Marvel. Donc tout ça j'ai apprécié. Moi, ce qui m'a un petit peu dérangée, c'est le côté blockbuster en fait. Et là, je trouve que ça pêchait un petit peu. En fait, c'est le côté plus Marvel qui a un peu pêché dans ce film. Et donc, je pense que le film va totalement diviser et qu'il y aura peut-être des gens qui vont être un petit peu déçus. Ce que j'ai pas trop aimé non plus, c'est les déviants. Le côté, c'est les nouveaux, le truc méchant. Ouais, c'est les antagonistes. C'est sur les effets spéciaux sur ces trucs-là, j'ai pas trop aimé. Ça m'a rappelé des mauvais souvenirs d'Ultron. Donc, j'ai pas trop aimé ce côté-là. Et ouais, donc j'ai quelques réserves à ce niveau-là. Mais je trouve que c'est très prometteur pour la suite quand même, pour la phase 4 du MCU. Ça peut apporter derrière. Ça peut apporter énormément de choses. Et alors, les 2 scènes post-génériques... celles-là, elles sont trop bien. D'accord. Elles sont très très bien. Ok, on va discuter juste après l'émission. La première partie, elle est un peu casse-gueule au niveau de la construction narrative parce qu'il y a tellement de choses à expliquer. Il y a tellement de choses à montrer, il y a tellement de personnages à développer et en fait, il y a tellement de bases à poser avec les Éternels qu'on ne connaissait pas du tout avant dans le MCU. Donc ça fait une grosse charge de travail pour 2h37 de film. Donc la première partie met un petit peu de temps à démarrer, mais ça monte crescendo et vraiment ça va de mieux en mieux tout au long du film. Donc il y a des faiblesses, mais c'est très prometteur. Franchement, pour tout le boulot qu'il y avait à faire sur ce film, Chloé Zhao s'en est très très bien tirée. Et je pense que ça peut apporter vraiment de très belles choses au MCU dans la suite. Donc prometteur. Je rappelle que donc, dans 15 jours, parce que le film sort mercredi prochain, oui. Et nous, dans 15 jours, l'émission, là, ce sera un débrief des Éternels. Ce sera le gros sujet. On fera ça avec notre ami Nalik, je pense, oui. bien sûr. On s'est vu à la Projo, d'ailleurs. Voilà. Mais ouais, donc ça, c'était très cool. Et du coup, j'ai les interviews demain. T'as des interviews de tout le monde? J'ai des interviews de casting demain et de Chloé Zhao la semaine prochaine. On n'est pas invités, nous, Norman, à ces avant-premières. D'ailleurs, je me suis demandé pourquoi. Je vais choper contact. On n'y est pas encore. Ouais, on est invité à Venom, mais les Éternels, les couilles. Il y avait des désistements à Venom, c'est pour ça. On va envoyer
envoyer des mails, hein, je pense, bientôt. Et voilà. Merci beaucoup, en tout cas, à toutes et tous de nous avoir suivis. Et merci aussi sur le plateau à tout le monde. On rappelle bien sûr que Barbac 2 et avec Fabrice Eboué, Marina Foïs sort demain sur vos écrans au cinéma. Pour nous, écoutez, Genius, il y a un before après. Je crois que tu dois parler d'une certaine expérience que tu as vécue. Moi, je fais before, récap et je fais react jusqu'à 22h30. Ouais, il est là. Ah oui, tu fais le react ce soir, exceptionnellement. Et normalement, il dort jeudi. Bref. Voilà. Non, vendredi, j'ai décalé. Voilà, merci. Et bien sûr merci aussi en régie. Merci à Paul pour avoir écrit l'émission. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et tout de suite, c'est le before, puis le récap, bien sûr. Bye bye. Salut.